Salut à tous et bienvenue pour ce direct sur Twitch, donc ce direct mock draft proposé donc par le site Jean Actu, comme on le fait assez souvent, saison après saison. Voilà, dans la dernière ligne droite, on entre en plein dans le mois d'avril, donc forcément on est désormais à 24 jours du D-Day, comme on l'appelle outre-Atlantique, la draft qui sera prévue, donc le premier tour notamment le 25 avril prochain du côté de Détroit, avec pour cette occasion une draft de nouveau avec échange. On est un peu obligé cette année, il y a des circonstances qui nous amènent forcément à penser qu'il y aura du mouvement. Donc on est forcément obligé de s'adapter en conséquence. Et pour cette nouvelle mouture de cette BOC annuelle, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir celui qui affûte ses fiches, notamment concernant les différents receveurs de cette classe. Il y a pas mal de boulot. Mehdi Julien est avec nous. Salut Mehdi. Salut Greg, salut tout le monde, ça va bien? Ça va. Écoute, Ouais. globalement, celui qui affûte également ses punchlines comme chaque saison pour nous découper deux, trois joueurs, Victor Roulier est des nôtres. Salut Victor. Et bonjour Grégory, bonjour à tous et à toutes. Et celui qui, bien entendu, affine. Vous l'aurez remarqué, ses tenues, hein, il gagne en élégance semaine après semaine, hein. Il nous a mis la belle chemise avec le col en V qui va bien. La cravate, normalement, devrait être de circonstance, hein, je parle sous ce contrôle. Et Jean-Michel Boujard est avec nous. Salut Jean-Mi. Bonjour tout le monde, ça y est, on y est là. 25 jours, c'est bon, on y est. Exactement. Et celui qui a affiné également son étirement des doigts, des yeux, enfin voilà, tout ce qui lui permet d'être synchro avec nous pour vous délivrer les différentes informations, relayer les informations sur l'écran, donc qu'on commentera au cours de cette prochaine heure. Monsieur Camille Saraben et des nôtres. Salut Camille. Salut à tous. Et merci encore à toi d'être disponible pour nous accompagner dans ces différentes mocks année après année, messieurs. Je rappelle rapidement le principe. Je vais déjà commencer par remercier les 140 personnes qui sont avec nous sur le chat. Alors, on a du Gold Rush Black Stripes, pardon. Herviran qui est avec nous, Très Moche, Noville 9, Nolive 9, pardon, Segréo. Alors, je m'excuse d'avance. Au-delà du fait que je ne suis pas toujours très attentif sur le chat, et ça vous le savez, genre, notamment Victor, a priori, qui me soutiendra dans cette tâche, puisque c'est très compliqué pour moi de faire deux choses à la fois. Je suis également assez pris au niveau du nez, donc je m'excuse d'avance si des fois c'est un peu compliqué niveau articulation, et notamment sur la prononciation de vos différents pseudos. Je vois également Niti qui est là, donc salut à lui. Messieurs, rappel très simple concernant cette mock draft, on est donc 4 à réaliser cette mock avec échange. On s'est donc réparti bon an, mal an, 8 équipes, en tout cas 8 choix, notamment dans ce premier choix, dans ce premier tour, pardon. Il n'y aura qu'un seul tour, mais en tout cas avec des échanges possibles. Tout sera récapitulé. Dès qu'il y a un échange, vous entendrez la fameuse sonnerie. Je ne sais pas si tu l'as sous le coude, Camille. Pour nous préciser donc qu'un échange a eu lieu et vous aurez le récapitulatif donc à droite de votre écran pour vous synthétiser un petit peu tout ce qui aura été fait. Voilà, vous le voyez sur le côté de l'écran pour synthétiser donc tout ce qui aura été réalisé pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver avec toutes les positions, tous les choix qui auront lieu, notamment tous les échanges. Messieurs, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est son club de cœur, donc il sera à jamais le premier dans cette mock draft. Jean-Michel Boujard va sélectionner pour les Chicago Bears. Et donc, on peut désormais lancer cette mock draft Jean-Mi. A priori, pas d'échange sur le papier. Quelle est la décision du côté de l'Illinois? Bah, la décision, elle paraît évidente. De toute façon, quand on fait une mock, c'est pas qu'est-ce que moi je ferais, peut-être que je ferais un choix différent. C'est plus qu'est-ce qu'on pense qui va se passer. Et je pense qu'il va se passer que les Bears de Chicago vont prendre Caleb Williams, le quarterback de USC. Et pourquoi Caleb Williams? Il n'est pas parfait, évidemment, il a des défauts. On pourra y revenir si vous voulez, mais il a un truc qui se coache pas. Voilà, c'est pour ça qu'il va être le premier. À l'engagement du ballon, il n'y a rien qui se présente. La défense est bien en place. Les receveurs n'ont pas fait de séparation. Mais Caleb Williams, il va trouver une solution. Alors, je ne dis pas à chaque fois. Et évidemment, des fois, ça fera des «Ah non, qu'est-ce qu'il a fait?» etc. Mais il fera aussi parfois des choix incroyables. On se mettra les deux mains sur la tête en disant «Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a sorti? C'est pas possible, il n'y avait rien.» Et il nous a sorti un jeu magique. Voilà. C'est pour ça que je pense que Caleb Williams va être le choix numéro 1 de la draft. Parce qu'il a ce truc en plus que pas tous
tous les quarterbacks, non. Il y en a certains, ils ont beaucoup de talent, tous les intangibles, la bonne mécanique, le gabarit, etc. Mais il leur manque ce petit truc en plus qui fait que, ben voilà, pour devenir un excellent quarterback, Caleb Williams, si on parle de boom et de bust, c'est-à-dire quelqu'un qui peut exploser ou qui peut échouer, ok, il peut vraiment échouer parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais par contre, si tout se passe bien, il peut éclabousser de sa classe la NFL. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça sera le premier choix de la draft. Tout à fait. Un choix qui, en tout cas, oui, va malgré tout faire réagir, même si ça paraît quasi certain, en tout cas, puisqu'on annonce depuis des semaines et des semaines. Je voyais le commentaire, je crois que c'est Lucius Quietus qui me disait le futur Jamarcus Russell. Je ne sais pas si j'aurais été jusque-là. Je précise, je ne l'ai pas dit en introduction. On compte, bien entendu, on a l'habitude avec les auditeurs de TDR, on compte quand même sur votre bienveillance. L'idée, encore une fois, c'est pas de dire qu'on aura les choix sûrs et certains. On fait, comme le disait Jean-Mi, avec notre perception et en expliquant en tout cas les clés de lecture qu'on voit par rapport aux différentes équipes. Ce ne sera pas une vérité absolue, très clairement. Donc voilà, l'idée c'est d'échanger avant tout et pas forcément de partir dans des jugements exacerbés, on dira. Victor, justement, parlons de jugements exacerbés, ça ne te ressemble pas en plus. Non. On sait que Caleb Williams, t'es pas fan, mais toi aussi, je pense, Mm. comme beaucoup, tu t'es fait à cette raison que c'était sans doute le joueur qui faisait le plus l'unanimité au sein des franchises NFL aujourd'hui. Oui, bah alors, soyons clairs, je ne suis pas fan des quarterbacks en général dans cette draft. On aura l'occasion d'y revenir, en tout cas, pas au point d'en voir des numéros indétrônables. C'est vrai qu'il y en a un qui me plaît peut-être un petit peu plus dans le style de jeu, mais je comprends très bien qu'on puisse considérer que Caleb Williams, c'est le plus gros potentiel. Il a ce facteur waouh. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a un peu ce qu'on appelle le facteur Carson Wentz. J'essaye de jouer au héros et je panique dans la poche et je prends trop de sacs. Alors, c'est vrai que du coup, moi, ça me fait un peu peur. Et quand bien même je reconnais le talent du garçon, la mobilité, la capacité à créer, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que quand il va avoir la pression, il va falloir qu'il démontre des capacités plus importantes que ce qu'il a démontré à USC, pourtant derrière une très bonne ligne. Après, encore une fois, je pense que le consensus et à peu près tout le monde peut voir que c'est potentiellement le meilleur. Donc, ils prennent ce risque-là et après tout, pourquoi pas. Très bien. Donc, Caleb Williams, numéro 1, quarterback de USC, sélectionné par les Chicago Bears. On passe donc au numéro 2, les Washington Commanders, qui sont désormais sur l'horloge, et c'est moi qui vais m'y coller. Et le choix est fait. Là encore, pas d'échange, hein, même s'il y a quelques rumeurs ici et là, mais Washington veut son joueur, et plus précisément son quarterback du futur. Ce ne sera pas Drake May, messieurs, mais Jaden Daniels, quarterback d'LSU, qui sera sélectionné pour ce choix. Je l'avais plus ou moins dit dans un podcast qu'on avait fait, je crois d'ailleurs que c'était avec toi, Victor. Si j'ai bonne mémoire, celui qu'on avait réalisé, la pastille qu'on avait faite sur Washington, j'étais très hésitant sur la direction prise par Washington entre Drake May et Jaden Daniels. J'étais resté sur Drake May, mais quand je vois les différents échos et encore une fois le style de joueur qui est susceptible d'affectionner Cliff Kingsbury, je me dis que la collaboration avec Jaden Daniels peut donner quelque chose d'assez intéressant. On est quand même dans un profil qui n'est pas si éloigné de ce que pouvait être Kyler Murray du côté d'Arizona. Et je pense qu'il y a cette capacité d'apporter de la mobilité tout en ayant cette verticalité qui peut être assez détonnante à Washington avec les Terry McLaurin et les Jahan Dotson notamment. Donc vraiment, je me dis que ça peut être un projet assez intéressant. Ce serait en plus dans la même idée que Marcus Mariota, même si on ne s'attend pas à ce que Mariota soit titulaire. En tout cas, voilà, ça me paraît être des profils plus ou moins similaires, hein, pour ceux qui se rappellent notamment de ce que proposait Mariota à Oregon. Donc voilà, je me dis que ça peut être un projet un peu plus sur le moyen terme, je dirais, que ne peut l'être Drake May aujourd'hui. Mais c'est vrai que Jaden Daniels a tellement le vent en poupe que je le vois bien s'intégrer dans le système offensif de Cliff Kingsbury. Mehdi, est-ce que tu as un avis sur cette sélection de Jaden Daniels du côté de la capitale fédérale? Moi, je trouve que c'est un choix, on va dire, qui coche toutes les cases, on va dire, au niveau du QB moderne. Il court bien, il ressemble un peu dans la même veine que les Lamar Jackson, Jalen Hurts. Ça court bien, ça lance bien. Après, est-ce que c'est le meilleur passeur? Je pense pas. Mais je pense que Mariota va peut-être bien le driver à l'entraînement, au niveau de camp d'entraînement, pour bien se progresser au début et peut-être prendre au fur et à mesure sa place. Je sais pas s'il sera titulaire dès la première week. Je l'espère pour lui, mais c'est pas sûr encore. Tout à fait. Je vois qu'on nous dit c'est bien d'avoir un quarterback mobile avec la O-line. Encore une fois, je précise, hein, Drake May est Mm. un quarterback mobile.
Pour moi, Jalen Daniels est quand même un peu plus, donc c'est sûr que ça gâchera rien. Après, je n'oublie pas en tant que general manager virtuel de Washington, la ligne offensive. On rappelle qu'il y a quoi, deux deuxièmes et deux troisièmes du côté de Washington. J'ai un trou de mémoire là-dessus. Il me semble qu'ils ont Ouais. récupéré le deuxième de Chicago et il doit y avoir un Oui, troisième tour avec compensatoire venu de San Josh Francisco, je Sweat. crois. Ben, je C'est crois ça. que Washington et Montez Montez Sweat. Arizona Montez, pardon. ont 5 choix dans le top 100. C'est ça. Donc, Donc il y a quand même de quoi faire. Victor ou Jean-Mi, rapidement, est-ce que ça vous choque, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait tomber de votre chaise, l'arrivée de Daniels du côté de Washington? tomber de ma chaise, non. Écoute, ils ont le modèle, c'est Robert Griffin. Il faut essayer de faire la même saison rookie. Mais bon, j'en parlerai juste après. Je serai parti sur un autre profil. Voilà. Très bien. Jean-Mi, rapidement. Oui, pareil. Moi aussi, je Ok, serais parti sur un autre profil, mais bon, pourquoi pas, à voir. très bien. Je rends la parole à Mehdi, du coup, puisque c'est lui qui va sélectionner avec le troisième choix les New England Patriots, messieurs, en pleine reconstruction avec un nouveau head coach. Jerod Bayo, en l'occurrence, vont désormais réaliser leur choix. Dans quelle direction, quelle direction on prend, Mehdi, pour ce premier choix de la nouvelle ère Patriots? Ouais, je vais prendre un troisième quarterback. Je vais partir sur Drake May, pour moi, qui est le meilleur, on va dire, passeur des trois. De toute façon, on va prendre un des trois, donc celui qui va tomber jusqu'à nous. Après, je trouve que c'est vraiment le bon profil pour nous. Après, je sais pas comment notre attaque va, on va dire, s'articuler. Peut-être beaucoup de jeux au sol, on va voir avec Ramondre Stevenson, mais il a le bon physique, il est mobile, même si c'est pas un QB, on va dire, mobile comme on l'entend, mais il est capable de s'échapper, il peut gagner à la course. C'est pas Mac Jones, même si j'aime beaucoup Mac, non. Il est meilleur, c'est une meilleure version, on va dire. Très bien. Victor, tu voulais préciser ton propos sur Drake May? Bah, écoute, moi, Drake May, je trouve qu'en effet, il est bien plus mobile que les gens ne le pensent. Je pense que c'est effectivement le meilleur lanceur, capable d'une variété de lancers assez dingue. Il lui faudra évidemment, lui aussi d'ailleurs, un peu comme Caleb Williams, arrêter de paniquer dans la poche. Il lui faudra progresser peut-être dans ses lectures de jeu, mais il a le bras. Je pense que après il rentre bien dans un mood patriote, même si maintenant que Bill Belichick est parti, peut-être que les modèles vont changer. Hein. Mais c'est vrai que il a un modèle qui n'est pas incompatible avec des Patriots. Tout à fait. Jean-Mi, rapidement, avant qu'on enchaîne sur les Cardinals pour le quatrième choix. Mais il a un profil rassurant parce qu'il a un petit peu tout. Il a le bras puissant, il a le gabarit, il sait effectivement courir s'il n'y a rien qui se présente à lui. Et puis à North Carolina, il n'était pas hyper bien entouré. C'est pas comme s'il avait énormément de receveurs et il trouvait quand même des solutions. Donc, moi, il me rassure davantage que d'autres quarterbacks dans ce QV. Très bien. Je vois que Jean-Christophe sur le chat compare Drake May à Justin Herbert. C'est tout ce qu'on souhaite au quarterback de North Carolina, J'espère. qui en effet a eu pas mal Ouais. de soucis de réorganisation, on dira, ces dernières années, notamment en termes de coaching staff. Ça a un peu joué contre lui. Donc c'est sûr que ce sera éventuellement à surveiller. Je vois également sur le chat, Jean-Mi, hors sujet, mais on t'attend avec impatience sur le choix des Raiders déjà. On est qu'au troisième choix et Ah, apparemment la fanbase de Vegas est déjà sur le dos. Le quatrième choix donc d'Arizona Cardinals, qui dit Jonathan Gannon, dit forcément Victor Roulier. Quelle direction on prend du côté d'Arizona parce qu'il n'y a pas d'échange du côté de Glendale. Et oui, et spoiler, hein, il va y avoir beaucoup d'échanges dans cette soirée, Oui, mais il y a aussi des échanges qui n'ont pas eu lieu. Et non, Dieu sait que j'ai tenté d'échanger ce numéro 4, c'est ça. croyez-moi. Il a Mais passé des coups de fil dans le nord-est des États-Unis. j'ai passé des coups de fil dans un état où il fait très froid, un froid de viking, mais personne n'a répondu. Et du coup, j'ai décidé de prendre le meilleur joueur de cette draft, c'est-à-dire Marvin Harrison Jr., le receveur. Alors, globalement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les 3 meilleurs joueurs de la draft sont des receveurs. Malik Nabers, Rome Odunze et Marvin Harrison. Vous pouvez en mettre d'autres, mais globalement, ils sont dans le top 5-6, on va dire. Même s'il y a une hype totalement compréhensible pour les deux autres, je reste persuadé que Marvin Harrison, ça me semble un petit peu au-dessus. Je trouve vraiment absolument complet. J'ai pas de défaut majeur, presque pas de défaut mineur à lui imputer. Il est comme son père, sauf qu'il a un corps encore mieux que son père, parce que son père était quand même petit à la base et cochait pas toutes les cases. Donc, je pense que pour les Cardinals, pour Kyler Murray, pour l'explosivité offensive,
ça fait trop de sens. C'est le meilleur joueur de la draft, c'est une position dont ils ont besoin. C'était évident pour moi. Ouais, il y a Flair Raiders sur le chat qui nous dit c'est quoi son défaut en fait à Marvin Harrison? Il n'y a pas tant que ça. Voilà, globalement, comme on disait, peut-être les yards après réception, mais c'est juste peut-être en comparaison par rapport au reste de la classe, parce que sinon, globalement, c'est, on ne doute pas qu'il est capable, de par le gabarit physique et la vitesse, d'accomplir également ce registre-là. Mehdi, toi qui suis de près les receveurs, j'imagine que tu valides MHG, comme on l'appelle, MHJ d'ailleurs, du côté d'Arizona. Je le valide très très fort. Il est vraiment peut-être déjà très exceptionnel déjà à son âge. C'est un profil qu'ils n'ont pas les Cardinals, donc franchement, il n'est pas parfait, mais il est quasiment parfait. Il est vraiment un top receveur et il coche toutes les cases. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une petite hype Malik Nabers, mais par rapport à Marvin Harrison, vu qu'il ne s'est pas présenté au Pro Day, au Combine, mais il est vraiment très 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 fort. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un processus draft un petit peu particulier de la part de Marvin Harrison. En effet, comme tu l'as dit, on a fait l'impasse sur beaucoup de choses en se disant, bah, vous savez concrètement ce que vous allez avoir sur le papier. Faire attention que, je ne vais pas dire qu'on soit rayé de certains big boards, parce que voilà, après, Je on pense arrive à pas. voir le talent intrinsèque de la part de certains observateurs, mais ouais, ça peut en freiner certains, le côté un peu diva des receveurs, hein. Ça peut donner aussi un petit peu cette impression Absolument pour pas certains. d'accord avec ça. De Ils ont quoi raison. Quand tu es un top prospect, il faut absolument pas faire les événements d'après-draft. Pardon, hein, les scouts vont être obligés de regarder les matchs. Désolé, hein, mais bon, je veux Bah, dire, il tu y te a un doutes moment, bien ils ont tu te raison. doutes bien qu'ils le font, mais bon, on Mais sait que ils ont tout à voilà, perdre. Ils ont tout à les perdre choix à sont faire un peu des. conditionnés et orientés chez certaines franchises et on s'offusque parfois pour pas grand-chose. Mais en soi, on n'est pas en désaccord là-dessus. Mais oui, Ça à part déjà terme, des Vikings, hein. Attention, Clairement, il va clairement, clairement. falloir expliquer le pourquoi du comment. Je te laisserai juste développer après, Jean-Louis. Je vais juste laisser Victor faire le cinquième choix pour les Chargers et tu pourras me développer peut-être les deux choix qui s'enchaînent. Les Chargers donc sont sur l'horloge. Pardon, Victor, je te rends la parole. Et là encore, et c'est pas faute d'avoir essayé, de ce que j'ai compris, des échos que les insiders nous ont transmis. Là encore, il y a eu des tentatives d'échanges qui n'ont pas abouti. Ah, mais Et par contre, j'ai mis mon veto là. Là, c'est moi qui ai dit non. d'accord, bon, bah, d'accord. On est Là, plus c'est moi qui ai difficile du dit non. côté de la Californie. Exactement. Voilà, John Harbaugh. faut savoir que Victor connaît très bien en plus Los Angeles, Oh, encore plus les Chargers, parce qu'il bien sûr. il a déjà été voir quelques matchs. Dis-nous, Victor, quelle direction on prend du côté des Chargers, du coup, avec ces événements en cascade? J'ai dit John, évidemment, c'est Jim. Jim Harbaugh, il aime courir, il aime les muscles, il aime les gros dinosaures sur la ligne. Et du coup, contrairement à ce que certains pourraient penser, je ne vais pas aller sur receveur, même s'il y a besoin, et criant. Je vais aller sur tackle avec Joe Hadd de Notre-Dame. Ce que je rappelle là, et ça sera pour toute la draft, pour moi, une mock, c'est ce que je prévois que les équipes vont faire, pas ce que j'aurais fait. Personnellement, j'aurais pris un receveur. Mais connaissant Harbaugh, je pense que c'est typiquement celui qui va vouloir solidifier les lignes. Là, avec Joe Hadd, il a un tackle gauche extraordinaire. Ça lui permet de repasser Slater à droite, ce qui pour moi est sa position naturelle. Tu trouves un vrai équilibre. Tu peux aussi garder Slater à gauche et mettre Hadd à droite hein, si le besoin, enfin, si c'est préférable comme ça. Mais avoir ces deux monstres, ça va permettre de solidifier une équipe qui risque malgré tout d'être quand même beaucoup plus orientée sur la course qu'elle n'a pu être les années d'avant. Et je trouve que c'est un pic qui est tout à fait en ligne avec la stratégie qui a toujours été celle de Harbaugh, que ça soit en NFL ou que ça soit en college football. J'en ai mis un avis là-dessus. Alors, peut-être déjà sur ah Marvin Harrison oui. Jr. tout à l'heure du côté d'Arizona. Et sur les Chargers, est-ce que pour toi, la direction que tu aurais pris à titre personnel, c'est celle de receveur également? Est-ce que tu aurais doublé sur la position? Ou est-ce qu'en soi, l'arrivée d'un lineman, sachant qu'Arbo en effet aime bien les lignes, ça s'inscrit dans une certaine cohérence? Bon, Harrison, c'est un bon choix, c'est bon, on va pas s'éterniser. Mais oui, moi, j'aurais pris, enfin, je pense aussi que les Chargers, Joe Alt, c'est un très très bon choix parce que bah, c'est Jim Harbaugh. Voilà, il construit sur la ligne offensive et en défense, c'est sa philosophie de jeu. Et donc, ben voilà, tu as Joe Alt, il est extraordinaire, Joe Alt. Je veux bien qu'il y ait déjà Slater. Alors, on me dit Pipkins, il est pas mal, etc. Mais bon, non, c'est Jim Harbaugh. Il veut deux super offensive tackles pour installer son jeu de course, pour protéger Justin Herbert. Les receveurs, cette année, il y en a 150 000 de qualité. Donc, de toute façon, il en trouvera un au deuxième tour, il en trouvera un au troisième tour. Je vous renvoie à la pastille qu'on a fait il y a quelques jours. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Et c'est comme ça qu'il construit ses équipes.
Qu'on soit d'accord avec lui, qu'on soit pas d'accord avec lui, de toute façon, c'est comme ça. Et c'est ce qu'il va faire. Et force est de constater qu'il a toujours eu du succès, que ce soit avec les San Francisco, puis à Michigan. Et puis là, je vais pas dire que je le souhaite puisque je suis pour les Raiders, mais je pense qu'il va avoir du succès aussi avec les Chargers. C'est quand même un bon entraîneur. Il sait ce qu'il fait. Il a une méthode, une philosophie. Oui, moi, Joe Alt, je le vois arriver gros comme une maison aux Chargers avec Jim Harbaugh. Oui, je vois que sur le chat, c'était pas totalement en désaccord non plus, hein. Sur Joel, je vois que Chargers France notamment avait validé le choix. Pardon pour le bruit du micro. Alors Loxy nous disait oui, je pense que Quentin Johnson est capable a les épaules pour être receveur numéro un. Je suis moins emballé sur ça. Je suis pas le seul, mais ça s'entend. Mais oui, comme le disait Jean-Mi, voilà, bien entendu qu'il y a il y a d'autres perspectives. Et sauf erreur de ma part, les deux premiers choix d'Arbo du côté de San Francisco au premier tour, il me semble que c'était Aldon Smith puis Anthony Davis. Lineman défensif puis tackle l'année suivante. Il me C'est semble, hein, je ne vais possible. pas dire de bêtises. C'est Donc possible. c'est De toute fort façon, moi, possible en effet qu'on aille dans les tranchées. Ouais. ouais, excuse-moi, mais j'ai regardé, tu vois, ne serait-ce qu'un NFL, quand il était à San Diego, il y est resté 3 ou 4 ans, et sur les 3 ou 4 drafts, il y a toujours eu un lineman offensif. Quand il est passé à San Francisco, à chaque draft, il y avait un lineman offensif. À chaque draft, je dis pas au premier tour, mais à chaque draft, il y avait un lineman offensif. Voilà, c'est sa façon de faire, et il va pas changer. C'est sûr. Alors, on nous parlait également du fait que Pipkins ouais, pas toujours déshonoré. C'est pour le contrat qu'il a signé il n'y a pas longtemps. En effet, ça peut faire un petit peu lourd et peut-être plus Il peut configuré pour passer de la garde. rotation aussi. Ouais, ouais, écoute, en alternance avec Solier. Bon, bref, on va pas faire tous les jours des Chargers. Vous avez compris un petit peu l'idée, en tout cas, le choix de Los Angeles qui se dirige vers Joe Holt, le tackle de Notre-Dame. Jean-Mich, je te rends la parole pour le 6e choix, celui des New York Giants, direction la grosse pomme. On en profite pour saluer notamment nos confrères Niti et Guillaume, hein, qui suivent de très très près l'actualité des G-Men. Quelle direction on prend du côté des Giants? J'ai une petite idée vu une pastille que tu as fait récemment, mais peut-être que tu vas changer d'avis. Gigi Lamoroso, Gigi McCarthy, forcément, forcément. Moi, ça me paraît incroyable qu'ils soient encore disponibles, hein. Je veux dire, bon, voilà, c'est une mock. Les mocks, on peut faire 20 000 scénarios possibles. Là, c'est un scénario. Mais s'il est disponible à 6, mais ils vont sprinter sur le podium. Ou alors, non, ils vont y aller en moonwalk tranquille. Ils vont se dire, c'est pas possible. Il est là à 6, on n'a même pas bougé. Voilà, Gigi McCarthy, il est incroyable, ce quarterback. À 21 ans, ce qu'il arrive à faire déjà, mais c'est vraiment impressionnant. Le plus impressionnant, je trouve, c'est d'être aussi propre techniquement à un si jeune âge. Il a à peine 21 ans et déjà techniquement, il est très propre. Après, on va me dire, oui, l'échantillon, il est assez faible, il n'en sait pas beaucoup. Ben, raison de plus. Raison de plus. Un quarterback qui doit lancer 40 passes par match, eh ben, il y aura un peu de déchets, mais ça ne se verra pas. Il en lance 40, il va en réussir. Lui, il en avait que 20 à lancer, ben, tu le vois de suite, il y a des erreurs. Vous en avez vu des erreurs? Parce que moi, je n'ai pas vu beaucoup. Et Michigan, je les ai beaucoup regardés. C'est quelqu'un qui prend de très bonnes décisions. C'est quelqu'un qui vient d'un système vraiment pro-style, c'est-à-dire le check down, tac, tac, la play action, hop, la lecture, il lance avec anticipation. Alors, je ne dis pas qu'il est parfait, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais déjà, à un 6 âge, il a énormément de qualités. Donc voilà, à minima, tu as déjà un très bon game manager, un gars, la Kurt Cousine, etc. Et après, s'il se développe bien, mais ça peut devenir un monstre. Gigi McCarthy, ouais, peut-être dans 3 ans, on se dira, ben, finalement, c'était lui le meilleur quarterback de la QV. Alors, je vais manier l'euphémisme. Ça ne fait pas l'unanimité sur le chat. Mais encore une fois, j'entends la logique de dire bah, potentiellement on le couve. Alors après, est-ce que Brian Dabol et Josh Allen ont le temps pour le couver? Ça, c'est autre chose. Mais même Je pas, pourquoi verrai. le couver? Moi, je reprends un argument qui avait été pris lors de la pastille de mémoire, Jean-Mi. Après, voilà, je ne dis pas qu'il ne peut pas être titulaire dès sa saison rookie, entendons-nous bien. Alors, je vais révéler des coulisses concernant l'organisation de cette mock draft, hein, parce que forcément, qui dit échange dit organisation un petit peu particulière pour éviter un petit peu un brouhaha. On hurle, je veux échanger, je veux échanger. On l'a donc réalisé cette mock en amont. Et à cette occasion, l'un des chroniqueurs de cette draft s'est fendu d'une phrase de mémoire qui était Daniel Jones va remplacer Daniel Jones. Euh, Victor Roulier, étonnamment, c'est toi qui as cette phrase. Oui, oui, oui. Bah De écoute, nouveau ce pourquoi? scepticisme vis-à-vis du quarterback de Michigan. Alors, plusieurs choses. Déjà, si elle ou il vous aime comme Jean-Michel aime Gigi McCarthy, épousez-la. Déjà, premièrement, non, je trouve qu'en fait, c'est un joueur typiquement qui lançait 15 passes par match dans un système
qui ne lui permettait absolument pas de briller parce que c'était un système en première lecture où de toute façon la première lecture était souvent libre et que du coup, oui, il exécutait correctement sans que ça soit extraordinaire, mais en réalité, on n'a aucune idée de son panel, on n'a aucune idée de tout ce qu'il est. Donc typiquement, pour moi, c'est un pari absolu. Vraiment, c'est peut-être une buse, c'est peut-être Tom Brady, mais littéralement, on ne peut en avoir aucune idée avec ce qu'on a vu. Moi, je dois avouer que je serais parti dans une toute autre direction. Je ne l'aurais pas pris si tôt. Je ne serais pas étonné qu'il tombe à la Will Levis qu'on annonçait dans le top 5 et qui a fini au début de second tour. Alors, il tombera peut-être pas autant, mais je ne Oui, serais pas. il est quand même un peu apprécié malgré tout. Non, Il tient mais un top 12 assez solide, je pense, malgré tout. oui, top 12, oui. Ouais, Bizarrement, je suppose que tu as pris 12 au hasard, mais, c'est ça. mais pour le coup, oui, je suis assez sceptique. Pas sur le joueur qui sera peut-être très bon, mais en vrai, sélectionner un joueur avec aussi peu d'échantillons, bah autant lancer une pièce dans la fontaine et espérer que le vœu se réalise. C'est vraiment un pari absolu, mais après tout, pourquoi pas? Ce qui me fait vraiment peur quand je dis on remplace Daniel Jones par Daniel Jones, c'est que là, du coup, si tu fais ce choix-là, ça veut dire que tu renforces pas tout de suite ni la ligne ni les receveurs. Est-ce qu'on va pas se retrouver avec la même chose que Daniel Jones, c'est-à-dire un quarterback qui va être cassé dès le début dans sa progression parce qu'il n'a pas de ligne, pas de receveur et pas de coureur. Après, on a quand même dit. Mais Alors, vas-y, Jean-Mi. J'allais juste te est-ce- dire, on parle d'une classe de receveurs qui est assez profonde malgré tout depuis tout à l'heure. Donc après, même si forcément Oui, enfin, eux, Neighbors ou il leur en faut Odunze quand même beaucoup. sont Hein. disponibles, c'est pas non plus saugrenu de penser qu'ils peuvent aller un petit peu plus bas. Et il lançait à qui à Michigan? Il lançait à qui? Ah ouais, Roman Wilson, le Mais on monstre. s'en Oh là fout, il là. n'avait pas Alors, besoin de. mais justement, et on a bien vu, on a bien vu. Bah, alors, si tu veux, un gardien de but, s'il fait pas 10 arrêts par match, c'est pas un bon Non, gardien. mais t'as vu Voilà, la lui, il ligne qu'il lançait avait à que. Michigan, mais attends, Il aime bien il aime bien les tight ends. A priori, ça tombe bien. Il aura un minima d'Arian Waller. Non, il a dit qu'il Ouais, voulait prendre sa retraite, Darren Waller. Non, il reste ouais. finalement. Faut Hmm. voir. Hein. Ok. Mais dis rapidement peut-être ton avis sur. Tu veux rajouter, Jean-Mi? Non, non, Mehdi, vas-y, Mehdi. Vas-y, juste pour qu'on enchaîne après, vas-y. En fait, j'ai, comme un peu Victor, peut-être un peu moins exacerbé, j'ai des réserves, en fait, et comme l'a dit Victor, c'est le système à Michigan, c'est première lecture. En NFL, il aura plusieurs lectures à faire. Donc c'est ça, en fait, le point qui me gêne, c'est on sait pas, en fait, ce qu'il vaut à ce niveau-là. Comment gérer les plusieurs lectures et tout ça, les défenses déguisées qui vont arriver sur lui. Donc voilà, j'ai un peu, pas un peu peur, j'ai des réserves. Ouais. Après, ça, on peut pas lui retirer une chose, c'est le côté quand même clutch qu'il avait malgré tout en college Ah oui, football. oui. On rappelle que c'est une défaite, je crois, en college football, donc c'est Oui, mais face à c'est pas TCU, pour mais lui. Voilà. Hein, on va dire c'est que l'équipe, elle était trop forte. Oui. Lui, il y est pour rien. C'est pas. Il y est pour Exactement. rien, lui. Exactement. ah, Tout à Il y est pour fait. rien. le sarcasme dès le 6e choix, j'aime ça. Ah là là. Bon. Allez, Mehdi, je te rends la parole. Le 7e choix, les Tennessee Titans sont sur l'horloge, pas d'échange. On fait donc un choix du côté de Nashville. Lequel est-il? Ah bah, on va partir sur le besoin prioritaire ultime des Titans, un tackle offensif, et je vais partir sur, je vais le prononcer qu'une seule fois, Olumu Fashanu, donc le tackle offensif. Pourquoi? Parce qu'il c'est un athlète, je pense, exceptionnel à sa position. Il a un bon footwork, il a déjà, comment dire, travaillé sur le pass pro, peut-être à améliorer encore un peu le jeu au sol, mais il connaît la passe protection. Will Levis, il a besoin de protection, il a besoin de receveur aussi, mais je pense que la protection, c'est le plus important. Je pense également, Jean-Mi, on est d'accord que c'est le chantier quand même aujourd'hui du côté de Tennessee le plus notable, hein, Ah oui, c'est la priorité absolue. C'est la priorité absolue, avoir un tackle gauche. Et franchement, il coche toutes les cases, toutes les cases. Voilà. Alors évidemment, il n'est pas parfait. Il y a encore des choses à travailler techniquement. Mais je veux dire, il est grand, il a de l'envergure, il est bon en protection, il est bon aussi pour le jeu de course. Il a vraiment tout ce qu'il faut. En plus, il a une tête bien faite. C'est un gars sérieux. Oui, tackle gauche, Olufa Chanou, évidemment, top 10, évidemment. Et il est très jeune, lui aussi, très jeune, hein, avec une grosse marge de progression. je suis assez d'accord là-dessus. Ça rejoint une certaine logique. C'est vrai que il y a une discussion notamment sur Fashanu contre Fouaga. Après, à mon sens, il y en a un qui est peut-être plus destiné pour jouer à gauche, l'autre plus pour jouer à droite. C'est ça. Peut-être que Tennessee a peut-être plus besoin à l'heure actuelle d'un joueur pour solidifier le côté aveugle. Et puis, mine de rien, ça fera un beau duo justement côté gauche entre Fashanu et Skoransky qu'ils ont drafté l'année dernière.
Donc doubler sur la O-line ne serait pas forcément une mauvaise chose du côté des Titans. On passe au 8e choix. Vous en doutez bien, je vais m'en charger, hein. Les Falcons sont sur l'horloge. Alors, il y a eu des tractations, là encore, en termes d'échanges, mais qui finalement n'ont pas abouti. Alors, je crois qu'un rival de division a passé un coup de fil, ce qui a fait un peu rigoler Atlanta. Mais voilà, du coup, Atlanta finalement reste à son 8e spot pour aller sélectionner un edge rusher, à savoir Dallas Turner d'Alabama. Certes, il y a encore des receveurs de talent disponibles. Malik Neighbors, Rome Odunze. On sait qu'on aime beaucoup ces dernières années, peut-être un peu trop d'ailleurs, recruter des stars offensives dans le top 10 du côté d'Atlanta pour le succès qu'on sait, même si à l'époque il n'y avait pas encore Kirk Cousins. La défense était meilleure l'année dernière, mais il va quand même falloir à un moment donné, je pense, booster encore un petit peu ce pass rush avec un joueur vraiment dominant. Je trouve qu'on a clairement essoré Grady Jarrett ces dernières années sur l'intérieur de la ligne en lui proposant une très légère alternance. Alors oui, il y a eu des solutions ponctuelles l'année dernière avec les vieux briscards Calais Campbell et Bud Dupree, mais vu les prix qu'ils risquent de réclamer, c'est pas sûr qu'ils reviennent. C'est même pas sûr que Campbell continue en NFL, soit dit en passant. Et donc, ça me paraît important de booster cet effectif-là avec un joueur qui est vraiment le plus athlétique sur le pass rush, vraiment un joueur hyper actif. C'est pas forcément le joueur le plus costaud, mais je trouve que dans le système un petit peu hybride qui risque d'être mis en place du côté d'Atlanta, ça peut être un joueur qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, je suis très excité, si potentiellement il est disponible, à l'idée de voir ce que peut donner un Dallas Turner du côté de la Géorgie. Victor, est-ce que tu es d'accord avec ce choix? Oui, oui, oui. Alors, on ouvrira à un moment une parenthèse sur les receveurs parce qu'il va se passer des choses très Oh intéressantes oui. dans cette mock et ça va ouvrir un débat plus large. Mais pour le coup, s'il y a bien une équipe que je vois pas partir sur un receveur, c'est les Falcons. Tu l'as dit, l'investissement sur l'attaque, il a eu lieu déjà avec Bijan Robinson, avec Kyle Pitts, avec Drake London. Là, il y a clairement un besoin de reconstruire cette défense et il y a clairement un besoin de playmaker défensif. Cette défense d'Atlanta, elle ne fait plus peur. Elle manque d'agressivité, on va dire, ou de létalité, si on peut dire comme ça. Et je pense que Dallas Turner, c'est vraiment une arme qui apporte cette dimension-là. Donc, ça me paraît être la priorité numéro 1 pour cette équipe. Et du coup, c'est une équipe qui, assez logiquement, va aller là-dessus. Je vois le chat qui dit je vois les receveurs et Bowers partir plus haut. On est au choix 8, hein, messieurs. Hein, donc, les receveurs et tight end, on ne va pas en avoir 4 dans le top 10. Mais, enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais vous allez le voir, ça va être un débat très intéressant qu'on ouvrira tout à l'heure. Mais là, vraiment, pour moi, c'est le choix le plus logique. Jean-Mi, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'avais opiné du chef, globalement, ça te semblait un choix assez logique? Ah oui, oui, très bon choix, très bon choix. De toute façon, quand on parle de la défense des Falcons, j'ai l'impression qu'à la force, elle est plutôt sur la ligne arrière. Tu as J. Terrell, tu as JC Bates. Ben, comment tu peux aider ces gars-là? Ben, en mettant plus de pression. Et Dallas Turner, c'est ce qui va t'apporter. Donc oui, ça me paraît le choix vraiment sensé. Messieurs, on commence à rentrer dans le dur de cette émission, puisque je crois entendre un trade avec le 9e choix, le premier échange de cette soirée, et Chicago qui se décide à céder son 9e choix. Jean-Mi, à qui as-tu cédé cette 9e position? Au Saints de la Nouvelle-Orléans. Et donc à Victor Roulier qui récupère le 9e choix. Alors, je ne sais pas si vous avez la compensation sous les yeux, malheureusement, Alors, je n'ai pas été c'est discipliné. 9,75 contre 14,45 et le second tour de 2025. Voilà, donc 2 deuxièmes tours du coup du côté des Saints et en échange donc de ce 9e choix et d'un 3e tour de cette année des Bears. Pour Exactement. synthétiser un petit peu. Les Saints sont donc montés, Victor. Pourquoi donc? Les Saints se sont montés pour court-circuiter des gens, notamment les Jets, parce que les Jets ont un besoin en offensive tackle et que j'ai commencé à avoir très peur parce que on rappelle que Penning est une catastrophe et Ryan Ramsey potentiellement va louper la saison. Donc, il y a quand même un trou béant dans cette ligne. On rappelle quand même que les Saints, ils ont tout pour jouer à la division. Ils ont le quarterback, ils ont les receveurs, ils ont le coureur. Globalement, il y a tout, sauf une ligne qui commence à se dépeupler assez terriblement. Et c'est vrai que j'avais même hésité avec une autre équipe à monter pour un autre poste, mais je me suis dit, pour moi, les Saints, qui malgré tout ont de la ressource en termes de pic et peuvent quand même se reconstruire par ailleurs,
Ils ont besoin d'investir sur cette ligne et laisser partir Fouaga, c'est vraiment perdre une énorme valeur au niveau des tackles. Donc pour moi, c'était important qu'il monte là parce que ça sera sûrement à droite dans un premier temps, peut-être un petit peu plus tard à gauche, mais en tout cas, ils ont besoin de renforts immédiats sur la ligne et je ne voulais pas me faire piquer le troisième tackle du trio par les Jets. C'est ça, sachant que les deux premiers étaient partis, en effet, là on va commencer à arriver sur un. Il y a un petit écart après avec les autres tackles si on veut avoir un lineman pleinement performant tout de suite. Je vois que ça partage un petit peu sur le chat. Alors Niti qui est globalement d'accord avec ce choix. Boussa Viola qui nous dit les Saints sont très peu de pics, je les vois mal réduire leur draft, leur capital draft. Bon, après, encore une fois, comme le disait Victor, c'est vrai que c'est une équipe qui est assez complète. Donc peut-être que ils peuvent sacrifier certains choix. Mehdi, d'accord avec cette sélection des Saints? Tout à fait d'accord à 100%. Franchement, l'équipe, elle est quasiment, on va dire, parfaite. Elle est complète partout, que ce soit en défense ou en attaque, mais il manque juste la ligne. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils utilisent leur pic pour monter, parce que bah, vu que l'équipe elle est complète, ils doivent utiliser vraiment leur pic à bon escient pour compléter les trous de leur attaque, et c'est vraiment juste là. Très bien. Bah, on va pouvoir passer au choix suivant. Et qu'entends-je? Un nouvel échange, messieurs. Et je sens que celui-là, il va plaire à beaucoup de monde, puisque les Jets de Victor Roulier devaient sélectionner avec le 10e choix, mais une équipe a choisi de monter un peu plus haut pour sélectionner le joueur de son choix. Victor, quelle équipe t'a appelé? Et oui, puisque j'ai vu Fouaga me passer sous le nez, et du coup, je n'avais plus forcément un intérêt énorme à être en 10, surtout que je vois deux joueurs d'une même position qui commencent à descendre, puisqu'ils se font un peu la course. Et du coup, j'échange mon 10e et un 5e tour 2025 contre le choix numéro 15 des Colts et le choix numéro 46. Tout à fait. Les Colts qui montent dans cette draft avec le 10e choix. Je me charge du choix des Colts. Vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de receveurs assez excitants sur le board à sélectionner. Eh bien, que nenni, je voulais sélectionner le joueur qui m'intéressait. Un joueur plus à besoin que la position de receveur. À mon sens, Chris Ballard privilégie surtout les besoins aux meilleurs joueurs disponibles. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. On est sur une équipe assez complète, une équipe qui a besoin de mettre son quarterback en confiance, son jeune quarterback en confiance. Je ne sélectionne donc pas un receveur. Je sélectionne Brock Bowers, tight end de Georgia pour booster un petit peu l'intérieur de cette attaque aérienne. Encore une fois, je ne remets pas en cause le talent indéniable de Neighbors et d'Odunze qui sont pour moi les deux meilleurs joueurs disponibles à l'instant T. Mais je trouve qu'il y a quand même un corps de receveurs qui est assez complet. Pittman sort d'une saison à milliards avec Gardner Minshew comme quarterback. Josh Downs a montré des bonnes choses pour sa saison rookie. Je continue de penser qu'Alec Pierce peut se développer après 2 années en NFL. Alors qu'à mon sens, sur le poste de tight end, certes, il y a beaucoup d'options, mais beaucoup de joueurs plutôt de compléments. Sachant qu'en plus, un Jelani Woods traîne un petit peu des pépins physiques. Donc très honnêtement, pour moi, sachant qu'en plus Shane Steichen aime beaucoup incorporer ses tight ends à la réception, on l'a vu avec Hunter Henry du côté des Chargers, on l'a vu avec Dallas Goedert du côté de Philadelphie. Pour moi, il faut un tight end ultra dominant pour apporter une solution rapide dans le jeu intermédiaire à Anthony Richardson. Et c'est pour ça que je vais sur le George Kittle 2.0, à savoir Brock Bowers, même si, je le répète, ce n'était pas le meilleur joueur disponible sur le board. Messieurs, qui veut sortir les couteaux tout de suite? Je donne peut-être la parole pour commencer à Jean-Mi, vu qu'on ne l'a pas entendu depuis un petit moment. Jean-Mi, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Bah, je pense que c'est une bonne sélection. Après, bien sûr, un receveur, ça aurait fait sens. On va laisser Victor et Mehdi nous en parler. Ça aurait peut-être fait encore en plus de sens, je sais pas. Mais en tout cas, Bauer, ça fait quand même du sens aussi. Pourquoi? Parce que c'est un joueur très fiable. Ça fait 2 ans qu'il est extraordinaire. Il est très fiable dans ses tracés. Il sait faire beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, Anthony Richardson, voilà, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Malheureusement, il s'est blessé très tôt l'année dernière, alors que c'était très prometteur. Mais ça va rester un joueur quand même très
jeune, voilà. Et tu as besoin de quelqu'un sur qui tu peux compter. Et qui te rassure plus que Brock Bowers dans cette draft? Qui a un doute sur la réussite de Brock Bowers en NFL? Et sans parler qu'il devienne un Travis Kelce ou un George Kittle, mais ne serait-ce que sa réussite. Je pense que personne n'en doute parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. Il a suffisamment prouvé au plus haut niveau universitaire. Donc, pour un quarterback comme ça, en plein développement, il débute à peine, mais lui est le joueur le plus fiable possible. Et ça, c'est Brock Bowers. Tout à fait. Mehdi, un avis sur Bowers, vu qu'on est sur du tight end slash receveur? Bah, je comprends le choix des Colts, et je le valide tout à fait, mais en fait, j'ai du mal à voir un tight end partir dans le top 10. Pour moi, je trouve que c'est pas forcément la position, on va dire, la plus sexy, et on va dire, j'irais pas monter en 10 pour aller chercher un tight end. C'est ça C'est que le, j'ai un peu plus de mal à saisir. c'est le principal bémol, c'est la valeur de la position, n'est-ce pas, monsieur C'est Rouillet? ça. Même si on est sur un talent générationnel. Oui, oui, mais Atlanta nous a montré que même s'il est générationnel, il ne faut pas prendre un tight Ah bah, end. faut un bon coordinateur offensif après, en tout cas, un coordinateur un peu plus inspiré. Écoute, j'ai l'impression que toi et moi, que ça soit dans les pastilles d'août ou machin, on a toujours un débat sur la receveur room des Colts. Ça. C'est une sorte de passage obligé. Écoute, Je pense que les trouve receveurs des Colts sont à moi ce qu'est JJ McCarthy pour Jean-Michel. Je pense qu'on en peut-être. est à ce degré-là. Pour moi, ça reste ce rayon peinture du roi Merlin Vénitieux. Pittman est un numéro 2, le reste, c'est négligeable. Je pense qu'ils avaient besoin d'un numéro 1. Après, donc je serais parti sur receveur. Après, la logique de dire que Bowers aide Richardson et à la réception et en bloc, et la logique de dire que dans un système Steichen, c'est très important d'avoir un gros tight end, je comprends aussi. Je veux dire, encore une fois, c'est pas aberrant du tout comme choix. Encore une fois, c'est à ça que sert une mock. Hein. On aurait tous fait des choix différents, mais on les fait et on justifie. Mais c'est vrai que je pense que la fanbase des Colts serait sûrement un peu énervée à court terme de dire oh, on est passé sur Neighbors Oui, sur qu'il y a un joueur potentiellement, un meilleur joueur disponible sur le plateau, surtout quand tu fais un trade-up sur le papier, ce qui est le cas dans Voilà. ce scénario-là. J'entends qu'en effet, ça fait plus de sens potentiellement de monter à la draft pour un receveur que pour un tight end, aussi polyvalent soit-il. Mais voilà, ça peut aller dans le fit. J'en ai Jean-Michel rapidement avant qu'on veut... passe au 11e choix. Ouais. Ouais, très vite. Mais tu vois, comme on le dit depuis le début, ce qu'on pense qu'il peut se passer, etc., on parle bien d'Anthony Richardson et des Colts. On ne parle pas d'un pur lanceur depuis la poche. Et donc là, oui, tu ajoutes un super receveur, un coureur de tracé à la Nabers. Moi, je trouve que Bowers, dans le top 10 pour une autre équipe, ouais, peut-être, je sais pas, avoir un receveur, sans doute pas. Mais aux Colts, avec le type de quarterback qu'est Richardson, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Et puis, moi, dans la logique, je me dis, certes, il y a un deuxième tour qui part dans l'escarcelle. On l'a dit, répété, il y a une classe de receveurs assez profonde. Je reste dans l'idée que potentiellement, peut-être vers le troisième tour, par exemple, un Ricky Pearsall, receveur de Florida, serait disponible, lui qui a des automatismes déjà avec Richardson. Donc, la sélection d'un tight end n'interdit pas d'aller chercher un autre receveur pour compléter un petit peu l'espoir plus tard. Bien sûr. On est sur une équipe assez complète globalement. On passe au 11e choix, messieurs, et là encore, ça va faire discuter puisque les Minnesota Vikings sont sur l'horloge. Je me charge de la sélection des Minnesota Vikings. Vous l'avez compris maintenant depuis quelques minutes. Minnesota n'est pas monté malgré quelques sollicitations diverses, notamment en provenance de l'État d'Arizona. La raison, elle est simple. Moi, je suis parti de ce postulat du côté de Minnesota, que c'était Drake May ou rien. Enfin, en tout cas, avec le 11e choix. En tout cas, avec le premier pick que j'allais obtenir, pour moi, Drake May, ça fait sens dans ce système offensif. JJ McCarthy, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. Et du coup, je préfère me dire d'attendre le 23e choix, potentiellement si un autre quarterback est disponible, voire pourquoi pas faire l'impasse et me concentrer sur d'autres choses, notamment sur le secteur qui va m'intéresser, à savoir la ligne offensive, puisque avec le 11e choix, les Minnesota Vikings sélectionnent Troy Fautanu, lineman offensif de Washington. La logique, elle est simple, c'est de dire que globalement, même si cette ligne n'a pas été déshonorante ces dernières années, il y a quand même besoin de renforcer le jeu au sol. Alors, ça n'a pas été que de la faute de la O-line, les problèmes au sol, parce qu'on a vu qu'Alexander Mattison n'avait pas été capable de prendre le relais de Dalvin Cook quand celui-ci était un peu plus en difficulté. Malgré tout, il va falloir mettre un peu plus de responsabilité sur ce jeu au sol et donc renforcer la ligne en conséquence. Je pense que Blake Brandle est principalement une solution de rotation et pas vraiment un titulaire. C'est pour ça que je vais sélectionner Fautanu dans un premier temps pour jouer garde gauche.
avec potentiellement la perspective l'année prochaine d'analyser la situation de mes tackles. Christian Darrisaw, dans sa dernière année de contrat, il y a quand même de fortes chances que sa 5e année d'option soit levée. Par contre, Brian O'Neill, que j'aime beaucoup, risque de coûter 26 millions sur le cap l'année prochaine. Donc, sélectionner Troy Fautanu, c'est une solution à court terme pour l'intérieur de la ligne, et pourquoi pas à moyen long terme sur l'extérieur pour potentiellement assurer tes arrières si tu vois que sur le poste de tackle, c'est un peu plus délicat. Oui, Victor? c'est un Vas-y. choix qui est, enfin, c'est intéressant comme cas de figure. Il y a des choses qui paraissent évidentes et qui n'arrivent pas. Moi, il y a un souvenir que j'ai, c'est le choix numéro 3 des Lions, où pendant 6 mois, tout le monde était persuadé qu'ils échangeraient et qu'arrivé à la draft, et ils l'ont expliqué plus tard, hein, ils ont trouvé personne pour échanger et ils ont pris Jeff Okudah. Là, les Lions se sont mis dans une position de montée, comme les Eagles s'étaient mis en position de montée pour Carson Wentz à l'époque. Si jamais ça marche pas ou que ton joueur ne tombe pas, il n'y a pas de honte à se dire bah, on ne va pas le faire pour le faire en fait. C'est ça. Donc, alors évidemment, ce qui est con, c'est que tu as quand même fait un trade très défavorable pour le 23. Enfin, en tout cas, en termes de value des pics. Mais tant pis, autant reconnaître ton erreur. Et dans ce cas-là, bah, tu prends le meilleur joueur disponible en 11. Si tu considères que c'est un edge, alors tu prends le meilleur joueur disponible, peut-être pas le poste de receveur, parce que là, pour le coup, il y a du matos. Il y a un certain Justin Jefferson qui n'est pas manchot. Mais dans ce cas-là, évidemment, tu vas partir sur la ligne. Alors, ça peut être un edge, ça peut être la ligne offensive. Globalement, ça dépend de qui tu valorises le plus. Mais, euh, mais en soi, c'est pas impossible. Enfin, des projets de draft avortés en plein milieu, on en a vu plein dans l'histoire, et ça serait pas le premier. Donc évidemment qu'ils vont tenter de monter s'il y a les joueurs dont ils ont envie. Si c'est pas le cas, s'ils sont amoureux de McCarthy, par exemple, ce qui est pas impossible, hein, peut-être qu'ils monteront, mais les voir rester, c'est pas non plus choquant. Je précise que dans mon scénario, il y avait la possibilité Arizona en effet, mais mon principal objectif, c'était de faire un échange avec New England. Vu que New England a choisi de sélectionner son quarterback, qui en l'occurrence, en plus, c'était le quarterback sur lequel je louchais, ça me paraissait plus forcément une nécessité de vendre la maison pour un quarterback qui, encore une fois, risquait de ne pas forcément correspondre au système offensif que je préconisais. J'en mets un petit mot rapide peut-être avant qu'on passe au 12e choix des Broncos, qui risque de nous intéresser, le choix de Mehdi. Je ne veux pas faire l'amoureux de Gigi, c'est pas la question, mais je vois pas en quoi il correspondrait pas au système. Et puis surtout, l'entraîneur O'Connell, c'est un ancien quarterback, donc il sait bien former les quarterbacks. T'as un McCarthy qui a que 21 ans, allez, tu le mets en couveuse un an derrière Darnold et tu lui fais apprendre ton système s'il y a des choses à rectifier. Moi, franchement, je les vois vraiment, s'ils ont fait l'échange avec Houston, c'est pour monter et prendre un quarterback. Après, j'entends ce que nous dit Victor, que des fois, ben, tu veux, mais ça marche pas. J'entends ce que tu nous dis toi aussi, Grégory. Peut-être ça correspond pas. Et puis pourquoi forcer? Parce qu'on a vu des franchises qui ont forcé, finalement, elles se retrouvent avec un quarterback qui fait pas l'affaire et tu le payes pendant des années. Donc ce que vous dites tous les deux, ça se tient. Mais franchement, je serais énormément surpris et quelque part déçu pour cette franchise. Même Gigi McCarthy, même si vous pensez que c'est le quatrième et vraiment moins bon que les autres, mais quand même, prends un quarterback parce que Sam Darnold en 2024, ça va faire quoi? Ben, ça va faire rien. Ah bah ça après, je pourrais donner d'autres arguments tout à l'heure, mais on aura le temps de développer. C'est vrai que voilà, Fly Raiders nous dit JJ, je ne le vois pas forcément dans une offense qui lance 40 ballons par match. Ils sont pas obligés de le faire dans un premier temps, on est d'accord. Ils Mais sont c'est pas vrai que c'est quand obligés même une équipe. d'utiliser comme Cousins ça a été utilisé. Ils sont pas obligés, mais bon, c'est sûr que voilà, Les Kevin joueurs donnent O'Connell est envie de quand faire même ça. arrivé avec une attaque qui était quand même beaucoup plus Je suis d'accord. agressive. Après, c'est sûr que tu as quand même un running back qui peut aussi servir sur des passes écrans et voilà, et dépanner potentiellement DJ McCarthy s'ils sont intéressés. On me demande pourquoi pas Mitchell plutôt qu'un tackle, donc Quinion Mitchell, le corner de Toledo. Parce que j'estime que la classe de corner est un peu plus profonde que celle de tackle, première chose. Et parce que je me dis que Minnesota est peut-être pas forcément si déçu de la première année de Mekhi Blackmon, qui peut-être à terme peut être le fameux doublon qu'ils espèrent de Byron Murphy. C'est moins talentueux selon moi que Quinion Mitchell, mais je me dis qu'il y a moyen peut-être d'aller chercher un corner un peu plus loin pour assurer un certain mix avec les Shaquille Griffin, etc., etc. Mais que potentiellement c'est Blackmon leur deuxième joueur sur le plateau. En tout cas, c'est moins un besoin par rapport aux impératifs que je disais à court et moyen terme euh, que, que certaines positions en attaque. Pardon.
Le 12e choix en hiver, messieurs, les Denver Broncos sont sur l'horloge. Mehdi, pas d'échange. Non. Et on a pris sa décision du côté du Colorado. Oui. Lequel est-il? Je vais partir sur, pour moi, le besoin prioritaire aussi des Broncos, c'est Reid Rich, mais je pense que ce sera Bo Nix, le quarterback d'Oregon, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que les quarterbacks actuellement, c'est Jared Stidham et Ben DiNucci. Bon, ça fait pas rêver, et je pense que Bo Nix est meilleur que les deux. Après, je pense que pourquoi pas Sean Payton partirait sur celui-là parce qu'il ressemble un peu à Drew Brees dans sa gestion du jeu, comment ses qualités. Donc c'est quand même un QB précis, il essaie d'être mobile, mais voilà, on va dire sa principale qualité, c'est la précision, je crois, de mémoire qu'il a plus de 80% de précision en NCAA sur sa dernière saison. Je trouve que ça correspond à ce que recherche Payton. Tout à fait. Je précise que je vois que Greg Hacham sur le chat nous dit on n'a pas donné les contreparties pour les Saints et les Bears tout à l'heure. Pas tout à fait, on les a précisés. Il y a eu 2 deuxièmes tours des Saints, un de cette année, un de l'année prochaine, et un 3e tour des Bears qui a été échangé dans l'équation. On les a donnés à chaque échange et on Tout à continuera à fait. les donner à chaque échange. Exactement. Jean-Mi, ton avis sur Bo Nix? Je trouve qu'il fit bien, comme l'a dit Mehdi, ça fit bien. Alors c'est vrai, ça nous choque à 12. Et pourquoi ça nous choque? Parce que a priori, c'est un quarterback qui a un plancher très solide, mais un plafond peut-être un peu moins élevé. Mais t'as pas de quarterback, alors qu'est-ce que ça peut faire 12 ou 25? Parce que si on le prend à 25, on va dire, ah, c'est plutôt malin. Et pourquoi c'est malin? Parce qu'avec Sean Payton, voilà, le type de quarterback qui est un peu comme un point guard, un meneur de jeu au basketball, le gars qui distribue le jeu, qui est très précis. En plus, Bo Nix, il est très bon sous pression, et il faut pas rêver, il sera sous pression avec Denver. Et donc voilà, il a quand même ces qualités-là. Donc oui, on n'est pas habitué à le voir aussi haut. On se dit, ah, peut-être, machin. Mais entre le besoin, le fit avec le système, et puis quand tu n'as pas de quarterback, t'en prends un. Ça ne marchera pas, tant pis. Mais bon, il faut quand même essayer. Donc oui, moi, ça me va. Je trouve que c'est un bon choix. Très bien. Victor, ton avis rapidement avant qu'on passe au choix éminemment surveillé des Las Vegas Raiders. Je le disais, ça fait 40 minutes qu'on fait bouillonner nos auditeurs. Ta réaction sur Bo Nix? Je ne vois pas en quoi c'est un progrès par rapport à Jared Stidham. Oh. Oula, quand même. Je suis désolé, mais pour moi, c'est typiquement le quarterback blanc interchangeable qui a un plafond très bas. Voilà. Stidham, Pardon, il n'est pas du tout précis comme quarterback pour l'avoir vu plusieurs Il a années. tout blanc. Non, il n'est pas du tout blanc. J'embête un peu, mais c'est vrai que moi, Bo Nix, je trouve c'est typiquement le mec qui est bon partout, mais excellent nulle part. Voilà. Je suis obligé de caricaturer un peu, mais pour montrer que voilà, j'ai quelques doutes sur la sélection de joueurs. Moi, ma vraie déception, c'est quand même que dans ce scénario-là, Bo Nix ne va pas à New York. Et ça, ce serait mon principal regret. Ah. De ne pas avoir Nix à New York. Il faut absolument que ça arrive et je l'appelle de mes voeux. New York Knicks. Le 13e choix, messieurs. Et alors là, je pense qu'on va mettre encore plus la fanbase des Raiders à feu et à sang, puisque nous avons un échange. Messieurs, ce n'est pas la franchise du Nevada qui va sélectionner avec ce 13e choix, Jean-Mi, mais une équipe d'NFC qui t'a contacté pour monter un peu plus haut. Oui, oui, oui. Alors, je le dis à tous les fans des Raiders, évidemment. Là, on dirait qu'il y a Quinion Mitchell qui nous tombe dans les bras. J'ai envie de l'accueillir, de le serrer très fort. Mais en fait, voilà, il y a des propositions qui ne peuvent pas se refuser. On a d'autres besoins, etc. Donc, j'ai accepté une proposition, celle des Detroit Lions, conduite par Victor. Victor, Et oui. Détroit monte sur le board. Hein, Détroit monte de 16 choix. Très bien. Rappelle-nous la contrepartie du coup. 29, 61, 164 et le second tour de 2025. Voilà, donc il y a un deuxième et à peu près un 5e tour de cette année, plus un 2e tour de l'année prochaine. Exactement. Exactement. En fait, Pourquoi je vais vous donc expliquer. Donc, on va ouvrir ce fameux chapitre Nabers Odunze. Je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, vous voyez que de bonne foi, quand bien même, et je l'ai dit moi au début, je considère Nabers et Odunze comme le 2e et 3e meilleur talent de cette draft. Selon les équipes, ils peuvent descendre parce qu'il y a un gros besoin de quarterback, il y a un gros besoin d'offensive tackle. Je vois Trémoche qui dit « T'es malade, beaucoup trop cher ». Je t'invite à regarder les tableaux d'équivalence de draft. Tu verras que c'est même 9 points favorables aux Lions. Donc, pour revenir là-dessus, donc voilà, les 2 receveurs sont descendus parce qu'il y avait des équipes en gros besoin de tackle et en gros besoin de quarterback. Très bien. En plus, je pense malgré tout que ce qui les a fait descendre, c'est qu'ils étaient 2, qui sont évalués à peu près équivalents
en termes de niveau et que la plupart des équipes se sont dit on peut encore attendre un peu parce que s'il y en a un qui tombe, il en reste un deuxième. Mais moi, au niveau des Lions, je suis désolé, mais les Lions, ils ont été pendant des années une proie. Maintenant, ils doivent devenir le chasseur en NFC. Ils ont déjà une attaque formidable. Il y a Amon-Ra St. Brown, il y a Jameson Williams, il y a une ligne absolument incroyable, il y a Sam Laporta. Formidable. Tu rajoutes un Malik Nabers, tu deviens létal. Létal pour moi, vraiment. Et je pense que cette équipe ne doit pas avoir peur de prendre des risques parce que pour la première fois dans presque l'histoire de l'ère Super Bowl, je ne parle pas d'avant, les Lions sont dans les 3 favoris pour gagner la NFC. Et il va falloir prendre des risques pour ça. Et tu vas prendre un talent énorme en 13e choix. J'attendais le mot, pardon. Non, quand même pas. Mais tu vas prendre potentiellement un top 2 talent en 13e choix. Pour moi, tu ne peux pas passer à côté. Et je suis très heureux pour les Lions de faire ce choix. Alors, j'ai quand même des insiders qui m'ont révélé que ça hésitait entre receveur et cornerback pour la position de numéro 13. Et que, Oui, c'est vrai. Finalement, on a pris la direction de l'attaque. C'est vrai. Eu égard à ce qui s'est passé notamment avec Cam Sutton, vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité judiciaire bat son plein en ce moment du côté de la NFL, côté receveur et côté corner. Et Cam Sutton n'est pas exemple de tout reproche, manifestement. Qui dit receveur dit Mehdi, ton avis sur cette sélection de Malik Nabers de Détroit? Bah, comme a dit Victor, ça rend l'attaque des Lions mais monstrueuse. Je sais pas si ça sera la meilleure attaque, mais top 3 attaques faciles. Le danger viendra de partout au niveau des airs. Après, personnellement, voilà, c'est pour ça que je dis ce souci, c'est personnellement moi, Mehdi Julien, je serais parti plutôt sur cornerback avec Keenan Mitchell dispo. Vu la défense des Lions qui est pas extraordinaire, je serais parti plus en défense. Mais Nabers, ça rend l'attaque mais monstrueuse. C'est très compliqué à défendre cette attaque. Jean-Mi, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à ton 14e choix, justement, celui des Bears, qui a été échangé tout à l'heure aux Saints. Les Bears qui reviennent en 14e choix, est-ce que tu as un avis rapide sur Malik Nabers? Alors moi, je pense que c'est un très très bon choix. Comme il a dit Victor, en plus, Goff, c'est quelqu'un de précis. Nabers, il couvre très bon tracé. Et c'est vraiment peut-être le chaînon manquant qui te permet d'aller au bout. Donc, c'est un très bon choix. Mehdi, c'est vrai que Quinyon Mitchell, moi, je l'aime d'amour. C'est un cornerback extraordinaire, mais ils viennent de signer Carlton Davis. Et donc, je pense que la priorité, voilà, vraiment fait une attaque explosive et banco. Oui, Alors, très bon exemple, juste dans le chat de Love Sean Payton, qui rappelle que CD Lamb, qui était destiné au top 10, finit un peu dans les mêmes configurations, 15e finalement, que Devonta Smith aussi finit 12e, alors qu'on l'annonce plus haut éventuellement. Enfin, quand il y a 3 bons receveurs, ça entraîne souvent un ou deux dans une chute relative, 13e. Et il y a très souvent des rushs d'ailleurs sur les receveurs, c'est-à-dire qu'on ne les sélectionne pas tout de suite, mais dès qu'il y en a un qui sort, Oui, du coup, généralement, il y a tombe. 3-4 qui s'enchaînent. Jean-Mi, les Bears choisissent, pas de deuxième trade down. Est-ce qu'on part sur un deuxième receveur de suite, du coup? Ah oui, jeudi en 15 et Lamb en 17, pardon. J'ai dit Lamb en 15. C'était une erreur de ma part. Je te rends la parole, Jean. Ben, en fait, c'est vrai que c'est tentant parce qu'il y a Romeo Dunze qui est un receveur incroyable, il peut jouer à l'intérieur, il peut jouer à l'extérieur, mais si je dis ça en préambule, c'est qu'en fait non, je prends une autre direction, je prends la direction de la défense et on y va avec Jared Verse, le defensive end de Florida State. Pourquoi ce move? Ben, parce qu'en fait, l'entraîneur, faut pas oublier quand même, c'est Matt Eberflus, il vient du côté défensif du ballon. Alors, sous la ligne défensive, l'année dernière, ils ont renforcé l'intérieur avec Garvon Dexter et Zach Pickens, ils vont se développer. Mais à l'extérieur, il y a qui? Oui, il y a Montez Sweat, et de l'autre côté, il y a qui? Vous pouvez me le nommer? Ouais, des Marcus Walker, si vous voulez, mais après, il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut absolument rajouter un autre defensive end. Je vous le rappelle, les Bears, l'année dernière, ils ont signé 30 sacs, 30 sacs. C'est le 31e total NFL, 31e sur 32. C'est juste pas possible, c'est pas possible. Alors oui, un receveur, ok, mais ça va. Il y a DJ Moore, ils ont pris Keenan Allen, il y a Cole Kmet. Tu verras ça après. La QV, elle est très profonde. La QV, en plus, là, ils ont fait un trade pour descendre, donc ils récupèrent encore des assets et tout. Donc non, renforce la défense. Tu mets Jared Verse à l'opposé de Montez Sweat. Et voilà, des deux côtés du ballon, tu commences un petit peu ta reconstruction. On est très d'accord sur le chat. Nolive 9 qui nous dit oui. Nicholson 93, on est bien également. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, on a l'air d'accord. Bidule 8 qui nous dit trade down, on est quand même récupéré Hayward, c'est un grand oui. Donc voilà, globalement, on apprécie
Les 2 choix réalisés par Chicago, parce qu'on rappelle que Caleb Williams a été sélectionné en premier choix tout à l'heure par la franchise de l'Illinois. Victor, c'est d'accord avec ce choix? Jared Verse à Chicago? Oui, les deux pistes sont séduisantes, hein. Jared Verse, Rome Odunze. Je pense pas qu'il y ait un mauvais choix entre les deux. Il y a juste deux bons choix, il faut en faire un. Mais vraiment, cette défense d'Eberflus, elle donne envie de se pendre un petit peu. Donc, ça serait bien d'injecter un peu de talent et avoir un edge rassurant comme Jared Verse, un vrai monstre athlétique. Donc, normalement, ça ne devrait pas faire un four. Et en plus, il correspond bien, je trouve, à un système Eberflus. J'aime bien, oui. Je te rends la parole, Victor. Le 15e choix, puisque là encore, les Jets qui ont échangé, qui ont fait un trade down précédemment avec les Indianapolis Colts, se retrouvent avec le 15e choix. Pour un Exactement. autre ou pour un autre joueur, du coup? Alors, du coup, voilà. Alors, en 10, j'ai trade down, hein, ce qui m'a valu quelques mécontentements, j'ai vu dans le chat. Sauf que moi, je me retrouve très content. Parce que oui, ma priorité, c'est offensive tackle. Mais offensive tackle, il y en a quand même à récupérer dans les 2 ou 3e tours. Et je suis désolé, mais là, quand bien même sur le long terme, j'ai besoin d'un offensive tackle, Aaron Rodgers n'est pas éternel. Ce que je veux, c'est gagner sur le court terme. Et sur le court terme, je pense que, sachant qu'on a Garrett Wilson et qu'on a Mike Williams, mais Mike Williams seulement pour 1 an, je pense qu'il faut vraiment maximiser toutes tes forces autour de Rodgers et avoir un Rome Odunze qui tombe en 15, c'est juste incroyable. Donc, sans aucun doute, je prends le meilleur joueur disponible, je donne une cible de plus à Rodgers, j'ai le successeur, entre guillemets, de Mike Williams quand il sera en fin de contrat l'année prochaine. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire d'avoir cette opportunité en 15 et j'ai la saisi très gentiment. Mehdi, d'accord avec cette sélection de Dunze à New York? Une aubaine, Bah, hein, on le précise sur le chat, mais ouais, on aurait potentiellement pu l'avoir en 10, finalement, on l'a en 15. c'est une aubaine. En plus, voilà, je peux avoir comment dire, sur le terrain en même temps Mike Williams, Garrett Wilson et Romeo Dunze. Ouais, l'attaque a une belle gueule, quoi, comme on peut dire. Donc, franchement, ça donne des cibles à Rodgers. Rodgers, il n'est pas du tout éternel. Je pense que dans 1 ou 2 ans, c'est fini. Donc, faut lui donner des cibles et maximiser les chances de Super Bowl. Tout à fait. Je vois qu'on nous proposait à Marius Mime sur le chat, ce à quoi Victor a répondu qu'il ne sera pas titulaire en 2024. Pas sûr qu'un Marius Mime soit sélectionné par une équipe de Monsieur Roulier. Mais bon, en tout cas, voilà ce qu'on Non, pouvait non, dire non, c'est même pas méchant, c'est juste que je pense qu'ils ont recruté Tyron Smith et Morgan Moses parce qu'ils veulent de l'expérience en tant que tackle pour justement protéger Rodgers dans l'optique de gagner tout de suite. Et je pense pas qu'ils prendraient le risque de mettre un rookie assez brut en plus titulaire dès le début. En tout cas, pas dès le début de la saison. Le 16e choix était pour les Seattle Seahawks qui allait intéresser Camille Sarabène, sauf que j'entends dans mon oreillette que nous avons un trade, messieurs. Les Seattle Seahawks échangent avec une autre équipe en vert, puisque ce sont les Philadelphia Eagles. Décidément, il est partout cet homme. De Victor Roulier. T'as dit de cacher ton pull. Faut pas afficher ses couleurs officiellement, en tout cas quand on est general manager de plusieurs équipes. Les Philadelphia Eagles montent en 16e choix. Victor, est-ce que tu peux nous préciser d'avoir la contrepartie, ce que tu as offert à Seattle pour monter? Alors, c'est le 22 et le 53 contre le 16 et le 102. Donc un premier et un deuxième contre un premier et un quatrième, si je résume grossièrement. Exactement. Pourquoi donc? Eh bien, parce que y a un Quinion Mitchell qui me fait de l'œil. Alors, Et ça fait un que moment je... qu'il t'en fait, hein, de ce que je sais. Hein. Oui. Même avec les Lions, à un moment, j'ai hésité. Mais là, vraiment, je ne pouvais pas passer là-dessus parce que je pense cornerback est une position de plus en plus importante. Je pense que ça fait des années qu'on a tous jugé qu'elle est passée dans la catégorie des positions premium, comme on les appelle. On a un C qui n'est pas tout jeune, on a un Bradbury qui n'est pas tout jeune et qui est plus tellement performant. Quand bien même il y ait déjà eu des investissements de ressources avec Ringo, mais qui n'était jamais qu'un 4e tour, et Rix, qui était un drafted, si je ne dis pas de bêtises, je pense que quand tu as la possibilité de prendre un cornerback numéro 1, sachant qu'en plus ce que tu donnes, c'est le 2e tour des Saints que tu as récupéré avec l'échange pour Chris Olave, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en plus, c'est entre guillemets un pic bonus que tu donnes. Enfin, en tout cas, ils ont 50 ou 53, donc vous en gardez un des deux. Je pense que tu ne peux pas passer
sur un cornerback numéro 1 parce que tes deux cornerbacks sont trentenaires et qu'il faut un numéro 1. Et donc, évidemment, c'est oui. Alors, on pense toujours qu'il va aller sur les lignes. Mais on a vu qu'au niveau des cornerbacks et des receveurs, il n'est pas forcément avare au premier tour. Et là, je pense qu'il ne laisserait pas passer l'occasion. Alors, Jean-Mi, je vais te demander ton avis. Je vois juste sur le chat Boussa Viola qui nous dit qu'il ne croit pas à Speak tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un joueur de Georgia. Donc, il doit y avoir une erreur, Victor. Ah Il va mince. falloir que tu nous redonnes ton choix. Parce Alors, que là, Kamari manifestement, Lassie, ça ne colle pardon. pas, c'est ça. Exactement. Jean-Mi, ton avis sur cette sélection de Quinton Mitchell à Philadelphie? Ah, c'est Le excellent. premier corner sélectionné, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, Oui. oui. Et qui en vrai pourrait partir aussi beaucoup plus haut parce qu'il est Tout à vraiment fait. excellent. Il a tout du cornerback numéro 1. Il a suffisamment de gabarit, suffisamment d'instinct. Il a été bon à l'université. Il a été bon lors du process draft. Toutes les qualités, peut-être pas, ça sera qu'un rookie, mais il a vraiment tout pour devenir un des meilleurs cornerbacks de la ligue d'ici 2-3 ans. Il a vraiment tout ce qu'il faut et c'est ce qui manque de toute façon aux Eagles. Oui, Darius Slay, Bradbury, ils ont de l'expérience, mais déjà ça commence à vieillir et puis on voit que c'est pas toujours au top. Et vas-y, tu rajeunis. Puis de toute façon, Victor le sait mieux que tout le monde. Oui, il draft aussi pour l'avenir. Je pense qu'au Mitchell, avec les qualités qu'il a, il peut jouer déjà dès cette année et tu as besoin de plus de 2 ou 3 cornerbacks. Donc il va y avoir du temps de jeu. Mais pour l'avenir, voilà. Après, tu vas te séparer de Bradbury de son contrat et puis Slay sera trop vieux et tu auras déjà un titulaire qui sera prêt, formé. Donc c'est vrai, pour moi, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Très bien. Bah, écoute, oui, ça me paraît logique également sur un poste à besoin pour les Eagles. On va pouvoir enchaîner, messieurs, avec le 17e choix qui devait être pour les Jaguars, sauf que, vous l'avez entendu, nous avons un échange, le 17e choix, Jean-Michel, qui va rester en Floride, puisque ce sont finalement les Tampa Bay Buccaneers qui vont sélectionner. Ouais, c'est ça, parce qu'à 17, Jacksonville, il y a quand même des options, un cornerback comme Arnold, ou un receveur comme Brian Thomas. Mais les Jaguars, ils n'ont pas de troisième tour. Ils l'ont perdu quand ils ont fait venir Calvin Ridley. Et puis là, les Buccaneers leur proposent le 26, le 89, le 92 contre le 17 et le 114. Et ils se disent, ben voilà, avec maintenant 2 choix au troisième tour, on va continuer de faire notre reconstruction, de bien entourer Trevor Lawrence. Et donc, ils font l'échange avec Tampa Bay. Tampa Bay qui monte, pourquoi? Parce qu'ils voient que déjà les 2 meilleurs pass rushers sont partis, Dallas Turner à 8 et puis donc Jared Verse à 14 au Bears. Ils voient que les Rams sont pas loin derrière, en tout cas devant eux, et ils ont absolument besoin d'un edge rusher, puisqu'ils ont perdu à l'intersaison Shaquille Barrett, puisque Joe Tryon, il fait pas l'affaire. D'ailleurs, ils n'ont pas levé la 5e année sur son contrat rookie. Et donc, même si Yaya Diaby a montré de bonnes choses, il monte pour prendre Chop Robinson de Penn State. Chop Robinson dans les mains de Todd Bowles. Ah, ben oui, voilà. En gros, tu prends un diamant brut et tu l'amènes à Anvers. Voilà. Et il va te le polir, il va t'en faire un bijou, un joyau, je ne sais plus combien de carats. Voilà. Parce que Chop Robinson, il est très, très jeune, il est très athlétique. Alors, oui, il y a du travail à faire, notamment développer la panoplie de move, etc. Mais il a beaucoup de volonté, il a un gros moteur, il est hyper athlétique, il est très jeune, il y a un gros besoin. Eh ben, écoute, tu montes, tu perds quoi? Tu perds 2 troisièmes tours, tu récupères un 4e en plus et tu t'assures d'avoir un super pass rusher dans les mains de Todd Bowles. Et moi, je trouve que c'est un choix qui ferait sens pour Tampa Bay. Alors, j'aime beaucoup ce jeu de mots de Théo, fan des Vikings, qui nous dit les Bucks Chop Robinson. Alors, je valide, bien entendu. Midi, Côte de Port qui rejoint la côte Est, ça fait sens pour toi? Ouais, et en plus, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il me fait beaucoup penser à Micah Parsons. Je pense pas qu'il soit encore au même niveau, loin de là, mais je trouve il a un style qui est assez similaire, tout en fluidité, très agile, très rapide. Donc j'aime beaucoup. Tout à fait. Ben, écoute, on va pouvoir passer au 18e choix. Oui, Victor, vas-y, donne-nous ta breaking news. Juste, non, on n'a pas eu la contrepartie, Ah, donc je la donne. si, Si, je l'ai Jean-Mi dit, l'a mais donné, ouais. Ah, Alors, déjà, si tu veux, tu peux la redonner, mais Pardon. mais redonne-la, pardon. vas-y. Non, redonne-la. Non, c'est moi qui n'ai pas écouté, excusez-moi. C'était 26, Ah, 89, et voilà. 92 Et contre voilà ce que je 17, dois supporter 114. tout le temps. Non, mais c'est parce que j'ai été surpris par une breaking news sur Ouais. la mort tragique de Vontae Davis à 35 ans. Et Tout à du fait. coup, je me suis absenté 2 minutes pour aller sur les réseaux, voir si c'était un poisson d'avril ou quoi. Mais apparemment, vu que c'est retweeté par des médias quand même très sérieux et qu'on rigole pas en général sur la mort des gens, Tout à fait. je pense Quand que on fait des bonnes blagues, en tout cas. ouais, c'est ça. Je pense que c'est une vraie info.
Donc voilà. Tout à fait. Donc, une grosse pensée pour ses proches. Mais voilà, c'est vrai que je n'avais pas forcément la confirmation de mon côté. Mais en effet, cette nouvelle est un peu, voilà, est un peu triste et subite. En même temps, il n'a pas écouté les contreparties aussi parce qu'il était devant le poster de Quinion Mitchell. Je pense qu'il était en train de le photoshopper avec son maillot des Eagles. Tu l'excuseras, Jean-Mi. Je vais lui rendre la parole justement à Victor, puisqu'on a le choix des Cincinnati Bengals qui sont 18e sur l'horloge. Pas de trade. Donc, quelle direction on prend du côté de l'Ohio? Eh ben écoute, là, je me suis retrouvé embêté, mais embêté parce qu'il y a plein de choix intéressants en fait. Il y a plein de choix intéressants, mais il y a un besoin qui est clair pour moi, c'est defensive back. Au niveau des cornerbacks, ça manque de profondeur. Au niveau des safety, la profondeur n'est pas folle. Et Von Ben n'a qu'un an de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai réglé entre guillemets tous les problèmes en prenant Cooper DeJean d'Iowa. Quand je dis régler tous les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un débat aujourd'hui. Est-il un nickel cornerback? Est-il un cornerback extérieur? Est-il un safety? Il y a un gros débat sur son utilisation. Moi, ce que je pense, c'est que quelle que soit la réponse à cette question, ça sera utile pour Cincinnati. Donc, je ne pense pas que le risque soit énorme. Je pense toujours personnellement que dans une défense de zone, il peut être un cornerback extérieur. Faudra pas lui demander de faire de la presse toute la journée, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on est devant le défenseur le plus intelligent de cette draft, peut-être le talent pur le plus énorme. Après, il y a l'évaluation des positions qui fait que. Mais je trouve que c'est une très bonne recrue pour Cincinnati. Faudra voir comment utiliser, mais il sera utile quoi qu'il arrive. Tout à fait. Un grand regret, on ne verra donc pas Cooper DeJean avec Kawan Short, ce qui fait Oui. quand même pas mal de sens. Ouais. Jean-Mi, Ouais. DeJean du côté de Cincinnati, logique. Oui, oui, ça fait du sens. Oui, oui. Ils ont déjà deux cornerbacks assez jeunes avec Turner et avec Cam Taylor-Britt, mais du coup, il y en a un qui pourrait sans doute dans le slot aussi, parce que bon, il y a McKilton, il y a un petit peu de monde quand même, mais Cooper DeJean, il a beaucoup de qualités, il a vraiment de la polyvalence, il est athlétique, il a des bons instincts, c'est un très bon joueur. Donc oui, pour Cincinnati, ça serait bien. Je valide également de Chargers France qui nous dit Cooper DeJean pourra aussi jouer à San Francisco au Levi's Stadium. Donc voilà, Ah, oui. j'applaudis également la référence. Soyez en passant. En tout cas, on continuera de miser massivement sur les corners, parce qu'il y a 2 ans, il y avait eu Cam Taylor-Britt. L'année dernière, Ouais, DJ Turner, si je ne DJ me trompe Turner. pas. Donc on restera en effet sur des drafts assez massifs de cornerback notamment. Messieurs, nous avons un échange de nouveau, puisqu'on devait avoir les Los Angeles Rams sur l'horloge avec le 19e choix. Eh bien, que nenni, les Los Angeles Rams ont échangé leur choix aux Buffalo Bills, qui montent sur l'horloge. Alors, je ne sais plus exactement la contrepartie. Il me semble qu'il y a un deuxième. 19 et 99 contre 28, 60 et 133. 60 et 133. Oui, donc il y a un deuxième et un cinquième tour des Bills qui est dans l'escarcelle. Ils récupèrent le troisième tour supplémentaire des Rams en contrepartie, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, et je vois que ça a été spolié par Fly Raiders. On a un besoin de receveur du côté de Buffalo, c'est quand même un peu important. Gabriel Davis est parti. C'est bien d'avoir un receveur avec un peu de profondeur. C'est bien que les Bengals soient partis sur un defensive back parce que je pense qu'un receveur, vu la situation actuelle autour de T. Higgins, ça aurait peut-être pas été déconnant. Je suis donc tout heureux de récupérer le receveur qui, moi, m'intéresse, à savoir Brian Thomas Jr., receveur d'LSU, qui pourra apporter justement cette verticalité chère à Josh Allen, on va pas se mentir, et qui permettra en effet d'avoir un profil extrêmement varié avec un Curtis Samuel capable de sortir du backfield, un Khalil Shakir un peu plus intéressant dans le slot. Enfin voilà, je pense qu'il y aura vraiment une équipe armée dans beaucoup de domaines à la réception pour vraiment faire franchir ce palier que n'arrive malheureusement pas à franchir Buffalo ces dernières saisons. Donc Brian Thomas Jr., j'hésitais un petit peu avec la position de lineman offensif, surtout après le départ de Mitch Morse, mais ça me paraît quand même un besoin assez certain. Will Clapp en soi n'est pas une solution extraordinaire à l'ancien joueur des Chargers, mais ça peut faire le travail sur cette ligne offensive, en tout cas dans la rotation. Donc je pars sur une position un peu plus glamour pour booster un peu les Bills avec ce 19e choix. Mehdi, Brian Thomas du côté de Buffalo. Bon choix. Après, bah, on voit chaque année, en fait, le souci des Bills, c'est derrière Diggs, ils ont l'impression qu'il n'y a personne. J'ai l'impression qu'ils ont déjà attribué comment dire, le besoin avec Curtis Samuel. Ça peut être un très bon joueur dans receveur 3-4. Mais Brian Thomas, c'est l'avenir. Et je pense que Diggs va
Je sais pas pourquoi, je le sens qu'il va pas rester éternellement à Buffalo. Donc un bon remplaçant qui va se former derrière lui, ça peut être très très bon. Il a le gabarit, je pense, pour être un receveur 1, après à voir s'il a toutes les qualités. C'est ça. C'est aussi la question, c'est que voilà, Brian Thomas, on sait qu'il y a peut-être un développement à avoir parce qu'il n'a pas forcément vu tous les schémas du côté de Buffalo. Peut-être qu'en l'utilisant justement de manière un peu plus euh, polyvalente, hein. Je n'utilise pas le terme versatile exprès pour ne pas énerver notre camarade Picardo-Lyonnais. Mhm. Mais, mais voilà, apporter un peu plus de variété dans son jeu pour en effet potentiellement devenir un joueur un peu plus impactant à l'avenir. Messieurs, on enchaîne un petit peu plus rapidement parce que du coup, l'heure tourne. Le 20e choix, je vais te rendre la parole, Mehdi, puisqu'on va parler du choix des Oui. Pittsburgh Steelers. C'est aussi pour ça que les Bills sont montés, puisque les Steelers auraient pu être intéressés par un receveur. Quelle direction prend Pittsburgh en conséquence? Je trouve que la ligne offensive est dans un délabrement extraordinaire. Donc, ça serait sur Jackson Powers Johnson, le centre. Le meilleur centre de la draft. Il est puissant, il a beaucoup de qualité, il a encore besoin de travailler, bien sûr, comme tous les jeunes joueurs, mais il va améliorer tout de suite la ligne offensive des Steelers et ils en ont besoin. Je crois que Jean-Mi était on ne peut plus d'accord avec ce choix. Oui, oui, exactement, parce que les Steelers, on parle beaucoup d'un besoin de tackle offensif, et bien sûr, on a vu ce qu'a fait Dan Moore, et c'est pas suffisant, mais ils ont quand même pris Broderick Jones l'année dernière, il peut basculer à gauche, et puis tu verras bien à droite, il y aura des solutions au deuxième ou même au troisième tour, mais par contre, au poste de centre, c'est très important, que ce soit pour Russell Wilson ou pour Justin Field, et puis Jackson Powers Johnson, c'est un de ces rares centres qui peut valoir un choix du premier tour. Voilà, il n'a pas beaucoup, mais lui, il est très intelligent, il arrive bien à lire les défenses avant l'engagement du ballon, il a une bonne connexion avec ses quarterbacks, il est athlétique, donc oui, moi ça me paraît un très très bon choix. C'est sûr que sur cette sélection, alors, depuis le départ de Mason Cole, il me semble que là, il y a pas, ça se bouscule pas vraiment sur le poste de centre. Je pense qu'il y a peut-être un James Daniels éventuellement en solution un peu intermédiaire, un peu hybride, mais sachant que c'est pas sa position préférentielle, en effet, ça peut faire sens d'aller chercher un joueur au milieu de la ligne offensive. On enchaîne, messieurs, avec le 21e choix qui devait être pour les Miami Dolphins, sauf que nous avons un échange et ça y est, la Raiders Nation va pouvoir jubiler puisque Jean-Michel, Las Vegas, qui était descendu donc du spot 13 au 29, remonte pour aller chercher ce 21e choix. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. 29, ça fait vraiment trop tard. Donc, ils donnent le 29 et le 61, qu'ils avaient récupéré des Lions aussi. Donc, finalement, tu donnes quoi? Un premier tour, voilà, et puis un deuxième tour, et tu vas chercher ton quarterback, et tu prends Michael Penix Jr. de Washington. Et oui, pourquoi tu remontes et tu attends pas? Ben, tout simplement parce qu'il y a les Vikings, deux choix plus bas. Donc, tu te dis, ah, ils vont peut-être le prendre. Donc, tu montes, tu les court-circuites et tu prends Michael Penix. Si jamais ça se développe pas bien lors du camp d'entraînement, tu as toujours Gardner Minshew qui peut faire l'affaire. Gardner Minshew, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour, c'est un gars extraordinaire, mais c'est pas l'avenir au poste de quarterback et je pense pas que Aidan O'Connell non plus. Par contre, Michael Penix, bah, allez, on va pas refaire toute son historique de blessures, radié de toutes les mutuelles de l'Indiana, vraiment le gars cassé de partout. Mais ça fait 2 ans qu'il est en bonne santé, 2 ans qu'il fracasse tout. Alors c'est vrai que dans les zones intermédiaires, il a un peu plus de mal, ce sont pas toujours très précises. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un qui a jamais peur de rien. Il te lâche des bombes. Il va trouver Davante Adams. Il va même arriver à se connecter avec du Michael Mayer, avec du Jacoby Myers. Et il faut de toute façon reconstruire quelque chose d'un peu excitant pour les Raiders de Las Vegas parce que ça végète vraiment trop là. Et donc, ben oui, tu remontes au premier tour et tu prends Michael Penix Jr. Et en plus de ça, en descendant du choix 13, eh ben, tu as gagné des choix. Tu n'as pas redonné beaucoup pour remonter. C'est tout bénéfice. Just win, baby. Mehdi, est-ce que tu as un avis sur cette sélection de Michael Penix à Las Vegas? À titre personnel, je salue l'optimisme de Jean-Mi. Parce que j'ai pas eu l'impression que Luke Getsy était hyper énervé du côté de Chicago avec les quarterbacks dans le domaine aérien. On me dira que Justin Fields s'est blessé, mais je Et sais que pas trop Justin si... Fields est Justin Fields aussi, hein. Certes, mais est-ce que Michael Penix, qui joue principalement sur de la verticalité, ça peut faire l'affaire? Qu'est-ce que t'en dis, toi, Mehdi? Je veux pas spolier ou quoi que ce soit, C'est un influencer ton... pari. C'est un pari pour moi. C'est à tout point de vue, que ce soit dans le système, que ce soit au niveau physique, parce que même s'il a fait de bonnes dernières années, bah, faut pas occulter toutes les blessures qu'il a eues. Donc, c'est un pari. Après, franchement, si ça match avec Davante Adams, Jacoby Myers, Josh Jacobs, ça peut être
très très fun à voir jouer. Mais est-ce que ça va Jacobs, l'être? il Je est sais plus là, pas. hein, mais Ah, il est Jacob, il pardon. Donc j'ai rien dit. Mais avec Zamir White, on va dire, mais c'est un pari. Je suis un peu réservé, mais un bon Victor, choix. Victor, ton avis rapidement, qu'on passe au choix des Seahawks en 22e? Non, mais je pense que vous avez tout dit. C'est un pari, c'est un super joueur s'il reste en bonne santé. À voir, mais il faudra en effet adapter le système. Le 22e choix donc des Seattle Seahawks, dont Mehdi va se charger. Et cette fois-ci, pas de trade down qui avait envoyé leur 16e Non. choix à Philadelphie. Quel premier choix de l'ère Mike McDonald du côté de l'État du Washington? Bah, j'avais ce joueur déjà dans le viseur en 16, donc je suis très content de le récupérer en 22. C'est Laiatu Latu, le pass rusher. Euh, on va dire que l'attaque des Seahawks c'est quand même belle, donc il n'y a pas forcément besoin d'en attribuer des besoins tout de suite, mais la défense elle a des besoins. Je pense que le poste de edge est le prioritaire et en plus c'est une position premium. Donc c'est un bon joueur avec des bons. Il a déjà une bonne panoplie de moves pour le pass rush. Il est rapide, même si le combine, je m'attendais à qu'il soit un poil plus rapide. Mais par contre, il va falloir qu'il travaille le run stop. Et le premier pas. C'est important. Qui dit UCLA, dit Victor Roulier. Ton avis sur l'Ayatu Latu, spécifiquement du côté de Seattle? Bah, il a tout pour réussir. Oh là là. oh, 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 oh. Ce sera même l'atout majeur du côté de L'atout Seattle. majeur, Eh oui. exactement. Non, mis à part le potentiel jeu de mots. En fait, là encore, c'est un peu la même logique qu'avec Turner. C'est-à-dire que c'est pas forcément le edge ultra traditionnel, c'est pas Jared Verse. C'est plus cet outside linebacker dangereux qu'on voit dans des défenses modernes. Mais finalement, c'est aussi ça qui manque un peu à Seattle, ce côté agressif. Ils ont investi de par des échanges, etc., sur la ligne. Malgré tout, voilà, ce front seven, il peut encore se renforcer. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant d'aller là-dessus. Ça apporte vraiment, il y a une variété d'armes avec Nwozu, avec tout un tas enfin, un effectif qui est vraiment profond. Et je pense que McDonald's va avoir beaucoup de matos avec lequel travailler. Et on sait qu'il va essayer sûrement de faire un peu d'école Baltimore là-bas. Bah, il aura du talent pour travailler là-dessus. Tout à fait. On restera dans cette continuité hein, parce que chaque année, Seattle, c'est à minima un running back ou un edge sélectionné à la draft. Donc là, a priori, on continuerait sur la position de edge, mais si ce serait un edge choisi par le nouveau régime, on ne sait pas trop quelle est l'opinion des edges qui ont été sélectionnés ces dernières années. Je pense à notamment Darrell Taylor, Boye Oui, il m'a Maffé, fait. etc. Ouais. Mm. J'en profite, hein, je ne l'ai peut-être pas fait avant et je m'en excuse. Il y a Zulganub notamment qui a pris un abonnement de niveau 1, 28e, 28e mois consécutif. Donc vraiment, merci à lui pour sa fidélité et ses abonnements répétés à la chaîne. On passe au 23e choix du coup des Minnesota Vikings qui se retrouvent donc sur l'horloge avec Michael Penix qui est parti, avec Bonix qui est parti, je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, dans ma logique, je n'étais pas parti spécialement pour reacher, entre guillemets, donc pour monter très haut pour un de ces deux joueurs. C'est la décision qui a été prise par mes camarades d'AFC West, que je respecte. Donc, je me dis que, bah, à tout casser, je pense que Kevin O'Connell et Kwesi Adofo-Mensah peuvent se permettre une année de transition, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les franchises présentes. Donc, bah, on va rester sur sur un autre plan, à savoir consolider toutes les autres positions et notamment les lignes. On est parti pardon, sur la ligne offensive tout à l'heure avec la sélection de Troy Fautanu. Et ben cette fois-ci, on va partir sur la défense avec le premier rideau, Byron Murphy, lineman défensif de Texas, sélectionné par Minnesota. Alors globalement, on a eu une défense, notamment la ligne défensive qui n'était pas forcément avec d'énormes vedettes l'année dernière sous la coupe de Brian Flores, qui misait plus sur une certaine homogénéité du groupe, hein, même s'il y avait forcément les nombreux sacs de Danny Lenter pour animer tout ça. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir quand même un lineman défensif très très actif. Je pense qu'on a beaucoup de joueurs de rotation dans lesquels s'inscrivent notamment Jerry Tillery qui est arrivé pendant l'intersaison. Jonah Williams, c'est aussi pour alterner un peu sur la position euh, de free tech, no stackle, etc. Donc voilà, c'est plus pour vraiment remplacer s'il y a besoin. Et à mon sens, Byron Murphy peut entrer très rapidement dans la première vague, on dira, de lineman défensif pour rendre cette défense
encore plus agressive et imposante et permettre à Minnesota de se faire respecter dans les tranchées. Donc encore une fois, on n'est pas sur de la position ultra glamour, en tout cas pas autant que celle de quarterback, mais en tout cas on consolide très clairement les lignes du côté de Minnesota pour avoir voix au chapitre dans cette NFC Nord qui s'annonce extrêmement compétitive. Jean-Mi, ton avis sur cette sélection de Byron Murphy du côté de Minneapolis? Moi, j'ai deux choses à dire. C'est que pour moi, il y a trois défensifs tackles qui peuvent valoir un choix au premier tour de cette draft et je mets Byron Murphy en numéro un. Donc, du coup, c'est le premier à partir. Ça me paraît logique. Voilà. Il manque peut-être un poil de gabarit et d'envergure, mais vraiment, il est très agressif, il est très athlétique, il a une bonne intelligence de jeu, il a des mains violentes, tac, il frappe, il se décale, il passe. Donc, c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est que à Minnesota, je trouve qu'il serait hyper complémentaire de Harrison Phillips, qui lui est quand même beaucoup plus imposant. Donc ça compense un petit peu le manque de gabarit relatif de Byron Murphy. Et du coup, oui, ça ferait un très bon duo à l'intérieur. Donc oui. Pour moi, il a un profil assez similaire à Jerry Tillery, mais avec un talent extrêmement supérieur, je trouve. Ah oui. Voilà. Je t'en parle pas, hein, a priori, il est passé par Vegas il n'y a pas longtemps, donc je ne t'apprends rien, a J'ai pas priori. vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Nous non plus d'ailleurs, hein, personne n'a vu. Voilà. On passe au 24e choix. Mehdi, je te donne la parole puisqu'on va parler des Oui. Dallas Cowboys qui ne procèdent pas à un échange, donc qui vont réaliser ce choix du premier tour. Pour quel joueur disponible? Je pars sur Terrion Arnold, le cornerback. Étrangement calme la free agency des Cowboys, mais je pars pour un joueur que je pensais pas dispo en 24 et qui a le profil pour être un cornerback numéro un. Surtout, je pense, ça peut-être pas me faire des amis, mais je trouve que les Cowboys n'ont pas de cornerback numéro un. Diggs n'en est pas un pour moi. Donc, Tu n'aimes pas il Darren est, Bland, a priori. mais en fait, ce qui est bien de la défense des Cowboys, c'est que c'est beaucoup des playmakers. Donc ça va beaucoup jouer sur les interceptions et tout ça, et c'est très bien. Mais sauf que là, on veut un pot de colle et lui, il s'en est un. Et en plus, il a une vitesse élite. Il peut contribuer sur le run stop en plus. C'est pas négligeable pour un corner. Donc surtout quand on a une division, quand il y a les Eagles en face. Donc, je pense que c'est vraiment un très bon choix. Victor, pour remplacer numériquement Stéphane Gilmore, ça fait sens? Ça peut faire sens, oui. Je trouve surtout que ce qui est intéressant, c'est la valeur par rapport au potentiel, en fait. Arnaud en 24, du coup, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler un style. Donc, dans l'idée, ça ne me choquerait pas que Dallas investisse cette position. Ça pourrait être d'autres positions, hein, bien sûr, mais quand on regarde comment le board est tombé, finalement, à part peut-être un tackle ou autre, il y a On plus n'est pas loin du tellement meilleur joueur de... disponible. Ouais. Ouais, il y a pas beaucoup de joueurs premium disponibles. Donc, la stratégie du meilleur joueur disponible ne me choquerait pas pour cette équipe de Dallas. Où Saviola nous dit le style de la draft. Ni plus ni moins. Alors là, il a fallu attendre le 24e choix. Je te rends la parole d'ailleurs, Mehdi, avec le 25e choix, parce que c'est toi également qui te charge de la Les sélection Packers. des Green Bay Packers. On en profite pour saluer notre camarade Alexandre Locke, hein, dont on sait qu'il est très bouillonnant sur les choix de Brian Flores. Donc je pense qu'il te fait encore plus confiance. Je sais pas s'il Quelle va me faire direction on confiance prend? après ça, mais je vais partir encore sur un autre cornerback, pardon. Je vais partir sur Nate Wiggins. Pour faire le pendant de Alexander de l'autre côté, je trouve que ça peut être pas mal. Après, il manque de gabarit. Il va falloir qu'il aille un peu à la muscu, mais il est déjà bon en couverture de zone. Il peut être pas mal en couverture en homme-homme, même si face au, on va dire, au Golgoth de NFL, ça va être un peu plus compliqué quand même. Il a une vitesse aussi élite comme Arnold. Je pense que ça peut être pas mal. Après, il y a du travail. Ouais. Jean-Michel, ton avis sur cette sélection de Nate Wiggins, un autre cornerback du coup, qui sort sur ce board en faveur de l'équipe du Wisconsin. C'est un cornerback qui a beaucoup de vitesse et c'est un cornerback qui a joué des gros matchs en jeu avec Clemson. Donc déjà, il a beaucoup de qualité. Et puis la position de cornerback, déjà, elle doit être améliorée, je trouve, dans l'effectif de Green Bay. Il y a des joueurs, bien sûr, Alexander, même Stock, etc. Mais il faut améliorer cette position et encore plus en NFC Nord. Parce que, ben voilà, quand même, Chicago, il y a Moore, ils ont fait venir Keenan Allen. Minnesota, tu as quand même du Justin Jefferson. Tu as Jordan Edison qui est très rapide. Donc la vitesse de Wiggins, c'est très intéressant. Tu as vraiment beaucoup de très bons receveurs dans cette division. Donc, pour exister, il faut renforcer le poste de cornerback. Alors, oui, Nate Wiggins, je valide. Ouais, il y a très moche qui me dit c'est pas un nickel qui manque aux Packers. Je pense qu'il manque des cornerbacks titulaires surtout, parce que c'est vrai qu'il y a Oui, eu beaucoup de surtout. casse l'année dernière. Et c'est vrai que pour faire écho à ce qui était dit précédemment, Alexander et Stokes, par exemple, ils sont quand même un peu plus en régression par rapport à ce qu'on pouvait en attendre au début. Donc, c'est peut-être aussi un moyen de préparer l'avenir
du côté de cette équipe Oui. des Packers qui a beaucoup de choix de draft assez haut et qui peut se permettre en effet d'aller chercher un cornerback dès ce premier tour sur une classe encore une fois assez profonde globalement. C'est ça, et si tu permets, tu vois, comme ils ont beaucoup de choix de draft et qu'il y a quand même des nickel cornerbacks très intéressants qui peuvent partir plus tard parce qu'ils ont un vrai besoin au poste de nickel aussi. Mais Wiggins peut y être testé, mais il y a un besoin aussi à l'extérieur. Donc, moi, je trouve que c'est un bon choix. Je te rends la parole, Jean-Mi, puisque les Jacksonville Jaguars sont sur l'horloge avec le 26e choix, choix qu'ils ont récupéré via le trade avec les Tampa Bay Buccaneers précédemment. On ne redescend pas du côté de Jacksonville, on a fait son choix pour prendre quel joueur? Pour prendre Ladd McConkey, le receveur de Georgia. Voilà. C'est un receveur dont on a un petit peu plus l'habitude de le voir début de deuxième tour, etc., en disant oui, il est bon, mais on ne sait pas. Mais en fait, c'est juste l'habitude, hein. Je veux dire, c'est le sorte de consensus qui vous rentre dans la tête. Vous lisez une mock, une deuxième, vous ne le voyez pas, donc vous dites, ah ouais, non. Mais Ladd McConkey, arrêtez tout, hein. C'est un premier tour, hein. C'est un premier tour. Il a montré à Georgia, au plus haut niveau universitaire, il a été très bon sur le terrain. Il a montré lors du process. Il est à la fois rapide, il est à la fois vif, donc il peut jouer à l'extérieur, il peut jouer à l'intérieur du terrain. Il a fait deux, trois petits drops comme ça, mais sinon il a des mains très fiables. Il sait faire des jeux feintés, que ce soit des jet sweeps. Il peut faire tout type de tracé en NFL. Il a absolument tout ce qu'il faut. Et Jacksonville, voilà, même s'ils ont fait venir Gabe Davis, ils ont perdu Calvin Ridley, et c'est vraiment pas le moment de priver Trevor Lawrence de munitions. Donc Evan Engram, Christian Kirk, c'est plutôt pour l'intérieur du terrain. Rajoute Ladd McConkey qui est hyper fiable et en plus qui va attaquer la profondeur. Et oui, Ladd McConkey, c'est un premier tour et je trouve qu'il irait très très bien dans une franchise que j'aime beaucoup, les Jaguars de Jacksonville. Mehdi, ton avis sur ce nouveau receveur sélectionné enfin un receveur dans le secteur intermédiaire, on a envie de dire, du côté des Jags. C'est ça, mais en plus, c'est mon petit chouchou de la draft, ça me fait penser beaucoup à Edelman. Pas le même type morphotype, mais il est vraiment très très bon partout. C'est un super coureur de tracé. Ça peut être une bonne soupape de sécurité pour Lawrence, donc dans tout ce qui est cours intermédiaire. Et en plus, on pensait pas à ça avant le combine, mais qu'il est aussi rapide que ça. Donc, comme l'a dit Jean-Mi, il va pouvoir attaquer sur les trois niveaux, mais niveau court et intermédiaire, il va être super intéressant. Très bien. Bah, écoute, on va pouvoir passer au 27e choix à présent. Victor, je vais te rendre la parole parce que les Arizona Cardinals vont sélectionner de nouveau au premier tour, donc avec le 27e choix, eux qui ont sélectionné Marvin Harrison Jr., au receveur de Ohio State avec le 4e pick. Est-ce qu'on reste en attaque ou est-ce qu'on prend la direction de la défense cette fois-ci pour Glendale? Oui, quand ils ont récupéré le premier tour de Houston, je suis pas sûr qu'ils pensaient que ce serait le 27 quand même. Ça, c'était pas dans les trucs tout à fait prévus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester en attaque. On continue à renforcer. On renforce un secteur qui souffre avec Graham Barton, l'homme de joueur de ligne offensive intérieure, on va dire, parce que pour moi, je vois beaucoup de gens qui cantonnent au poste de centre, mais pour moi, il peut tout à fait jouer garde. Graham Barton, c'est un talent pur, c'est une dominance assez folle, un QI football, il est explosif et je pense vraiment que c'est un joueur parfait pour renforcer un intérieur de ligne qui a beaucoup souffert du côté d'Arizona. Il faut reconstruire l'attaque. On l'a vu avec Marvin Harrison. Il faut protéger Kyler Murray parce qu'on l'a signé le gros contrat. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'il performe. Moi, je sais que chez certains, Barton ne fait pas unanimité. Moi, je considère qu'il n'est pas loin d'être potentiellement le meilleur garde de cette draft. Donc, je trouve vraiment que c'est un talent pur et d'avoir en 27, je suis plus que content. Bah, c'est-à-dire que je parle sous ton contrôle, Jean-Mi, mais c'est vrai que sur ce premier tour, on n'a pas forcément de garde vraiment pure et simple. Il y a beaucoup de joueurs assez polyvalents. On parlait de Faotanu, par exemple, tout à l'heure, qui peut parfaitement occuper cette position-là. Barton, c'est également son cas. Sur une ligne intérieure d'Arizona, où en effet, il y a du monde sur le papier, mais peut-être pas des starters en puissance. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est quelqu'un qui t'offre beaucoup de polyvalence en plus. Et ça, c'est très intéressant lors du camp d'entraînement parce que tu vas pouvoir le tester en garde gauche, en garde droit, je dis bien garde et pas guarde. Et puis peut-être même au centre, on sait jamais. Donc, c'est quelqu'un qui t'offre. Et puis, il a de l'expérience en tant que tackle. Alors,
On va se mettre d'accord de suite. Il ne jouera pas tackle en NFL, ce n'est pas la question. Mais c'est intéressant parce que si tu as une blessure, voilà, et je ne parle pas d'une grosse blessure parce que sinon ça fait vraiment mal, mais tu as Paris Johnson par exemple qui se pète pour 2 matchs, eh bien Graham Barton, il pourra le remplacer 2 matchs. Il a aussi cette expérience-là. Donc oui, c'est un très bon joueur et c'est vrai, comme tu dis, Greg, ça manque cette année de vraiment le pur garde, vraiment très très fort. Si on considère Fotanu comme un garde, alors il est vraiment meilleur que Barton, je trouve. Mais voilà, c'est un tackle à l'université. Et puis, il n'y en a que des joueurs comme ça, des Cooper Bébé, etc., qui sont tackle à l'université. Ça manque un peu de pure garde, mais c'est un très bon joueur, ce Barton, à Arizona en plus. Oui, ça ferait sens. Je vois Thio Pental sur le chat qui nous dit mise même pas dans le top 20, c'est de la science-fiction, c'est n'importe quoi. Je rappelle qu'on a des surprises chaque année à la draft. Donc, encore une Il fois, parlait on de l'a qui? dit J'ai pas. À à Marius Marius Mims. Mims, mais je vois pas en quoi c'est de Ah, la science-fiction. Mais on Il- pourra en reparler, hein, mais je vois pas en quoi c'est de la On a vu science-fiction. des choses, hein. On a vu un Digue Metcalf annoncé dans le top 15 et sélectionné 60e et quelques. Donc, vous inquiétez pas. On n'est pas à une ouais, surprise près chaque année à la draft, hein, très concrètement, surtout que là, on parle d'une potentiellement une fin de premier tour, parce qu'on est qu'au 28e choix. Les Rams, justement, sont sur l'horloge et je vais m'en charger. On ne redescend pas plus bas du côté de Los Angeles et on prend la direction de la défense et de la ligne défensive. Byron Murphy est en partie. C'est Jerson Newton, defensive tackle d'Illinois, qui rejoint donc la franchise californienne. Ça fait sens au lendemain de la retraite annoncée par Aaron Donald. Joueur extrêmement polyvalent, harcelant vraiment sur la ligne défensive et ça me paraît un profil extrêmement complémentaire de Kobe Turner qui peut peut-être devenir la principale menace en termes de pass rush sur ce premier rideau. Avoir un Jerson Newton beaucoup plus costaud, vraiment harassant sur le premier rideau pour être vraiment un peu plus durable, on dira que Bobby Brandhofer qui figure actuellement sur le roster, sur la ligne offensive, pardon. Ça me paraît une nécessité du côté de Los Angeles. Il pourrait même être drafté un peu plus haut s'il n'y avait pas ces problèmes de blessure qui pourrissent un peu son processus draft. Mais en soi, c'est très clairement un joueur qu'il serait étonnant de ne pas voir au premier tour, considération médicale mise à part. Mehdi, ton avis sur cette sélection chez les Rams? Aaron Donald est parti, donc il va falloir remplacer. Après, il a un style un peu similaire et après, comme tous les joueurs, les jeunes joueurs, il va avoir besoin de se développer, mais je pense qu'ils ont le temps chez les Rams et ça ferait sens dans, on va dire, le style défensif de Los Angeles. On passe au 29e choix, messieurs, si vous le voulez bien, avec la sélection des Miami Dolphins qui devaient sélectionner avec le 21e choix, choix qui a été envoyé aux Las Vegas Raiders pour la sélection de Michael Penix Jr. Jean-Mi, je te rends la parole pour la sélection de Miami. Quel est donc ce premier choix réalisé par Mike McDaniels et ses hommes? Mike McDaniel, déjà, pardon. juste vite fait en préambule comme ça, les Dolphins, pourquoi ils descendent? C'est également parce que ils ont un choix au premier tour, au deuxième et après c'est au cinquième. Il manque vraiment de choix de pique, donc là ils ont récupéré un choix de deuxième tour, c'est très intéressant pour eux. Ensuite, voilà, j'en parlais tout à l'heure avec l'Adma Conquet, des joueurs qui ne sont pas forcément toujours annoncés au premier tour, ça peut surprendre, mais tous les ans on est surpris le soir de la draft. Donc là, je vous le dis, il y a un joueur, il est souvent annoncé au début de deuxième tour, mais c'est un premier tour de draft, il s'appelle Chris Jenkins, c'est un defensive tackle, il nous vient de Michigan. Et en plus, à Miami, c'est juste le fit parfait. Voilà, je ne l'aurais peut-être pas mis ailleurs, mais à Miami, mais je le mets mais direct. Pourquoi je le mets direct à Miami? Déjà, ils ont perdu Christian Wilkins, donc il faut renforcer évidemment le premier rideau défensif. Ensuite, le nouveau coordinateur défensif de Miami, c'est Anthony Weaver. C'est un coach de D-line à NFL depuis 2013 ou 2012. Enfin, il a une grosse expérience. Depuis 3-4 ans, il était coach de la D-line des Ravens de Baltimore. Et Chris Jenkins, c'est le clone absolu de Justin Madibukier, qui a tout cassé l'année dernière. C'est le même gabarit, la même allonge, les mêmes qualités athlétiques supérieures, vraiment supérieures. Chris Jenkins, il est surnommé The Mutant. Madubuquet, c'est aussi un athlète hors norme. Et le même style de jeu, c'est-à-dire les mains qui percutent l'élément offensif, je me décale et je vais agresser la poche. Chris Jenkins, à Miami, il va apporter par lui-même et en plus, il va te rendre les autres meilleurs. Il va te rendre Jalen Phillips et Bradley Chubb à l'extérieur meilleurs parce qu'il va occuper de l'espace, il va occuper une prise à deux. Il va te rendre meilleur Jordan Brooks qui va arriver de derrière pour faire du blitz ou pour chasser un coureur. Chris Jenkins à Miami, moi je trouve que c'est vraiment le fit idéal et je trouverais que ça serait un choix malin de Miami à cette draft. Et en plus, ils ont récupéré des choix de draft. Bref, banco.
Victor, ça fait sens en effet. Alors moi, j'avoue que je suis un très grand fan de Chris Jenkins. C'est peut-être son manque de production à l'université qui peut un petit peu inquiéter. Après, le talent intrinsèque, il est là, hein. Ouais, moi, j'ai que cinquième défensif tackle dans mon board, donc forcément, j'aurais pas pris, j'aurais pris éventuellement un autre joueur de Texas. Ah, Mais c'est pas pour du le tout le même coup, style, hein. non, 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 mais je suis d'accord. Là, après, le besoin est là, et comme le dit Jean-Michel, c'est-à-dire que il y a la valeur des joueurs, mais il y a aussi le profil dont tu as besoin. Là, en effet, si tu pars sur défensif tackle dès ce 29e choix, le profil qui se rapproche le plus de ce dont tu as besoin, c'est Jenkins. Donc, c'est en effet peut-être un peu cher selon mon évaluation personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, mais par contre, la logique en termes de besoin et de schéma de jeu, elle est claire. Messieurs, on passe au 30e choix et nous avons un échange. La sélection qui devait être initialement pour les Baltimore Ravens. Les Baltimore Ravens qui réalisent un trade down avec les Houston Texans. Alors, il a été rapporté, selon les insiders, qu'a priori, du côté du Texas, on a été très actif depuis à peu près le 14e, 15e choix, Victor? Peut-être pas quand même, Ça, mais ça pas a loin. harcelé à peu Pas près loin. toute la ligue pour faire un trade-up du côté de Houston. Donc, Houston qui monte avec ce 30e choix. Est-ce que tu as les compensations sous les Oui. yeux? Alors, 42,86 et quatrième tour 2025 contre 2 choix 30. Très bien. Donc, Houston monte pour sélectionner qui? Alors, ce qui me permet, pardon, de faire une parenthèse en disant restez bien là, parce qu'on fera une sélection pour les Panthers qui n'ont pas de premier tour, les Oui. Ravens qui, du coup, n'ont pas de premier tour là, puisqu'ils échangent, et les Browns aussi, hein. Donc, si Tout vous à êtes fait. fan de ces On ne équipes, laisse pas de côté les équipes qui n'ont pas de premier tour. Voilà. exactement. Pourquoi je monte? Je monte pour Kool-Aid McKinstry. Alors, il faut savoir que, encore une fois, une mock, c'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on prédit qui va arriver. Personnellement, McKinstry, je vais très bas parce que c'est cornerback ultra athlétique, mais qui ont des déficits de QI football. J'ai l'impression de voir Kelly Ringo, quoi. Je suis un peu dur. Oui, Je suis un peu oui. dur. Je suis un peu dur. On n'est pas d'accord. Mais en tout cas, McKinstry a eu quand même une saison par rapport aux attentes qui était quand même décevante. Ça, je pense Ouais, qu'on peut le dire. il a été moins ciblé. Mais ça, c'est. Voilà, je ne suis pas là pour te couper toutes tes deux. Vas-y. Mais en tout état de cause, je pense que la Ligue aime beaucoup McKinstry parce que déjà, athlétiquement, il coche toutes les cases. Donc déjà, il peut jouer dans à peu près tous les schémas. Et ce genre de joueur, avoir un head coach comme Demeco Ryans, un cerveau défensif comme ça, un leader comme peut l'être Demeco Ryans, c'est typiquement le genre de joueurs qui peuvent très bien se développer, en fait, sous ce genre de coaching staff, parce que Demeco Ryans, il a fait des miracles partout où il était, même quand il était joueur, comme aux Eagles, par exemple, les gens le considéraient déjà quasiment comme un coach, tellement il avait de leadership. Donc, je pense vraiment que c'est, pour moi, Houston a besoin d'avoir ce deuxième cornerback et qu'ils ont des pics qui doivent pas être frileux pour les échanger. Et que là, la possibilité était trop belle. Tout à fait. Comme on nous le signale, et c'est vrai, on resterait sur pas mal de choix Made in Alabama du côté des Ryans. On sait que c'est le programme dont il est issu, hein. Il avait notamment sélectionné Christian Harris et Henry To'oTo'o l'année dernière sur la position de linebacker, deux anciens joueurs du Tide. Donc on resterait également dans cette logique. Les Eagles ont Will Georgia. Anderson. Oui, bah oui, bien sûr. Will Anderson également qui est arrivé. Donc Philadelphie à Georgia et Houston à Alabama. Chacun se répartit un petit peu Exactement. ces différents programmes. Mais dites ton avis rapidement peut-être sur Colin McKinstry avant qu'on enchaîne sur le 31e choix. Bon pic. Bon pic. Après, peut-être lui mettre un peu le plomb dans la tête au niveau du QI football, ça peut être pas mal avec Demeco Ryans. Très bien. Bon. Vous aurez compris qu'on a une haute estime du QI foot de Colin McKinstry. Je ne partage pas totalement cet avis, mais bon, voilà. Ce n'est qu'un corps. Voilà. 31e choix, Jean-Michel, je te rends la parole. Si tu as un avis sur Colin McKinstry, très rapidement, tu peux le donner avant ton choix. Mais en tout cas, tu m'as donné ta sélection pour les San Francisco 49ers qui ne trade down pas. Donc, quel est ton choix concernant la franchise californienne?
Ah ben tout à l'heure, on a donc un auditeur, on le savait, qui nous parlait de science-fiction avec Amarius Mims qui glisse, mais c'est normal, Amarius Mims, c'est de la science-fiction, c'est Hulk dans les Avengers, donc la sélection, c'est Amarius Mims. Il est très grand, il est très costaud, il court comme un malade, c'est incroyable, c'est Hulk, c'est ou Thanos si vous préférez, mais il est incroyable ce gars-là, il a vraiment tous les attributs physiques. Colton McKivitt, je veux bien, ouais, pourquoi pas, parce que Amarius Mims, c'est un peu brut, techniquement, il a que 8 titularisations avec Georgia. C'est ça aussi qui fait que, et donc voilà. Mais à 31, bien sûr que San Francisco va prendre Amarius Mims avec la mobilité qu'il a et son gabarit dans leur schéma de zone. Ah, mais lui, quand il va décrocher pour une course derrière, mais il va pas aplatir un linebacker, il va en aplatir un, puis un deuxième, puis le safety, il va aplatir tout le monde. Et puis voilà, Kyle Shanahan, il va se régaler, il va dire à ses coureurs, vas-y, prends le ballon, tu te mets derrière Mims, derrière Hulk, et puis vas-y, va au touchdown et tu y vas direct. Et c'est ce qui va se passer. Donc à Marius Mims à San Francisco. Bon, vous l'aurez compris, Jean-Mi aime beaucoup Amarius Mims. Pas autant que JJ McCarthy, mais en tout cas, il aime beaucoup Amarius Mims. Victor, échantillon assez faible de ce qu'on a vu d'Amarius Mims. Après, c'est Oui, un phénomène. Moi, pour l'avoir vu, je pense que pour des joueurs que j'ai rencontrés en live, on va dire, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné physiquement. Et pourtant, j'ai vu Darnell Washington, par exemple. oui, mais si après une montagne physique faisait de toi le meilleur tackle de la Ah, ligue, c'est pas ce que je dis, ouais. Trent Brown serait Hall of Famer, tu vois ce que C'est je veux sûr. dire? Ben, le meilleur, il serait Après, pris dans le top 5. Là, non. mais ça aide. Après, je suis d'accord que Mims, le potentiel est dingue. La progression est bonne aussi, mais c'est vrai que c'est encore très brut, très inexpérimenté. Donc, idéalement, pour moi, pour le protéger, il faut qu'il tombe dans une équipe qui ne le titularisera pas en première année. Je sais que, il y a très peu d'équipes, bon, les Eagles se font beaucoup, mais il y a très peu d'équipes qui mettent au frigo les rookies de premier tour, parce qu'en général, faut tout de suite les voir jouer, etc. Les fans mettent la pression et tout, mais je pense que ça fait typiquement partie des joueurs qui peut faire une très très longue carrière si tu lui laisses le temps en fait de se développer. Et j'aime bien des Niners parce que je pense qu'il aura le temps. Tout à fait. Mais on va terminer, messieurs, avec ce premier tour et le 32e choix pour les Kansas City Chiefs, les champions en titre, dont Mehdi va se charger de la sélection. Pas de trade down là encore. Quelle direction on prend pour Patrick Mahomes et ses coéquipiers? On va continuer de protéger Patrick Mahomes avec un tackle offensif et je partirai sur Tyler Guyton. Donc pas le même style, mais on va dire comme Mims, c'est un projet qui va pouvoir travailler derrière les titulaires. Les tackles actuels sont pas des starters avec un niveau génial, donc franchement ça peut être sympa d'avoir Guyton derrière en tout cas pour l'apprendre. C'est un athlète, il est puissant, donc pour l'avenir peut-être pas voilà pas en saison 1, mais en saison 2-3 il sera titulaire. Potentiel tackle gauche pour toi? Possible. Mais en tout cas, je pense qu'il commencera à droite. Jean-Mi, tu es d'accord là-dessus? Ben, il joue à droite à Oklahoma, donc c'est mieux de le mettre à À droite. droite. Après, il est encore brut parce que c'était un defensive end au lycée. Il a commencé vraiment offensive tackle que à l'université et ça se voit dans sa façon d'agir, quoi. Mais il y a encore du travail technique. Mais on l'a bien vu l'année dernière, Donovan Smith, ça faisait pas l'affaire. Ils l'ont pas conservé, c'est pas une surprise. Donc là, tu vas arriver au camp avec quoi? Avec Javon Taylor, avec Wanya Morris et avec Tyler Guyton. Et après, tu vois, peut-être tu mets Taylor à gauche et puis tu mets Morris ou Guyton à droite et tu vois la meilleure combinaison possible. Mais en tous des cas, il faut qu'ils considèrent un tackle offensif. Les Chiefs, ça c'est obligatoire. Et juste la petite précision comme ça, on a préparé cette mock draft hier et hier, on n'avait pas encore l'info que Rashid Rice, ben, il a fait une Oui, c'est dinguerie. ça. Donc peut-être que receveur, ça sera aussi une option. Enfin, le premier tour. De toute Bon, façon, dans tous les cas, tackle offensif, c'est une option aussi pour les Chiefs. Donc pourquoi pas de Tyler Guyton. ça me paraît malgré tout un besoin beaucoup plus prégnant que receveur. On a répété tout au long de la soirée que c'était un poste assez profond. Il y a des receveurs qu'on n'a pas encore cités, hein, Mm. Donald Mitchell, Keon Coleman, enfin il y en a d'autres, Troy Franklin, etc., qui ne sont pas sortis. Je pense que les Chiefs, s'il y a possibilité d'aller chercher un tackle, ils privilégieront cette option-là. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, en tackle vraiment gauche, je partirais plutôt sur Jordan Morgan. Mais c'est ma préférence perso et je peux comprendre que Tyler Guyton représentant un projet assez excitant, on peut se dire que en effet, il sera approuvé, surtout que pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va devenir de Donovan Smith du côté des Chiefs. Il faut espérer que Tyler Guyton ne fasse pas autant de pénalités, qu'on ne cède pas autant de pénalités que Jawan Taylor. Ce serait bien C'est pas pour la mal. franchise du Missouri.
Voilà, en tout cas pour le premier tour, je ne vais pas trop rappeler dans le détail, vous l'avez encore une fois à droite de votre écran. Enfin, en tout cas, vous aurez le récap juste dans quelques minutes. Juste le temps de faire un petit point sur les 3 équipes qu'on n'a pas citées, qui n'avaient pas de choix au premier tour, mais qui en auront en deuxième. Et on va commencer notamment par les Carolina Panthers. Mehdi, je te rends la parole. Carolina, 33e choix. Donc potentiellement, voilà, on sait qui est disponible à l'instant T. Vers qui se porte ta préférence? On va aider Bryce Young avec, on va dire, le phénomène qu'il y a eu au combine avec le 40 yards de dash, le nouveau recordman, Xavier Worthy. J'ai des doutes, on va dire, sur le staff des Panthers et je me dis que ce serait bien un choix qui ferait de partir un peu sur la hype Xavier Worthy, tout dans la vitesse. Après, c'est un bon joueur, mais il a des problèmes de drop. Ça peut être compliqué, mais bon, on va dire utiliser sur sa vitesse pure, pourquoi pas. Victor, un avis là-dessus? Je vais encore me faire des copains. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Worthy aujourd'hui. Enfin, je faisais comme tout le monde, j'ai été éclaboussé par sa saison freshman. Et j'ai trouvé qu'il était globalement en régression. Je trouve que ses courses de tracé ne progressent pas, que ses mains glissent. Alors, son drop rate n'est pas si terrible que ça dans les stats, mais quand même, il y a des drops qui sont assez tristes. Après, Tyreek Hill, par exemple, est un joueur qui drop quand même finalement beaucoup par rapport à la moyenne des receveurs et il est tellement dominant que c'est pas très grave. Beaucoup étant tout à fait relatif par rapport à la qualité des receveurs en NFL. Donc, j'ai un peu de mal, mais après tout, ça peut devenir Tyreek Hill, ça peut devenir Kadarius Toney. Voilà. À vous de choisir, à vous de choisir ce que vous voulez. C'est l'éventail des possibilités. Ah oui, là, c'est une belle fourchette que tu nous proposes. Là, c'est clairement une fourche. Donc, choisissez votre poison, comme on dit Mais dans la j'aurais langue plutôt de... pris Adonai Mitchell pour le coup. Ça peut faire sens, mais j'entends le profil peut-être que que Non, n'ont tout pas à fait, vraiment tout les à fait. Panthers. Voilà, c'est pas vraiment dans cet esprit-là que fonctionne Deontay Johnson, Jonathan Mingo ou Adam Thielen. C'est vrai. Donc pourquoi pas, pour apporter un peu plus d'explosivité à cette équipe qui en a quand même grandement besoin avec un corps de receveurs aussi décevant la saison passée, une attaque globalement d'ailleurs. On passe au 42e choix donc des Baltimore Ravens. On n'a pas sélectionné de tackle au premier tour, ce qui aurait pu faire sens, parce qu'encore une fois, Marius Mims, bien entendu, ça a été considéré, surtout que c'est un ancien protégé de Tom Monken du côté de Georgia, donc bien entendu que ça aurait fait sens. Maintenant, on est sur une, sur une position, en tout cas sur un secteur, pardon pour le bruit, sur un secteur au niveau des choix où on peut potentiellement avoir des tackles droits de talent, en tout cas avec un sérieux potentiel, et c'est la raison pour laquelle je suis parti sur Kingsley Suamataia, qui apparaît encore comme un projet, mais à mon sens, comme peut l'être un Marius Mims, c'est sûr qu'il est un brin moins imposant, même si quand on voit le phénomène, c'est quand même quelque chose d'assez solide. Faut se perfectionner sur le jeu au sol, malgré tout. En tout cas, du côté de BYU, on a vu que ça a été quand même un petit peu compliqué la saison dernière, mais c'est un tel profil athlétique, une telle puissance que je pense dans un coaching staff comme celui des Ravens, il peut vraiment être détonnant, notamment sur tout ce qui est bloc en zone, enfin vraiment ce type de jeu qu'affectionne tout particulièrement Baltimore. On a vu qu'ils aient bien misé aussi sur des tackles très physiques, même si malheureusement, par exemple, pour un Fahal Aly, ça n'a pas été, ça n'a pas porté tous ses fruits. Donc pourquoi pas un Suamataia, dont la cote est quand même sérieusement remontée depuis le combine et qui pourrait être quand même un profil assez intéressant pour recentrer un petit peu Patrick Mekari et conserver quand même une ligne offensive assez intimidante. Jean-Michel, je sais pas quel est ton avis là-dessus. Oui, c'est ça. De toute façon, ils ont vraiment un gros besoin, surtout le côté droit, puisqu'ils ont même perdu le garde Kevin Zeitler. Donc, tout le côté droit est à considérer. Après, ce qui est dommage pour Baltimore, mais là, on n'avait pas le choix, c'est qu'il restait que des tackles de toute façon avec assez peu d'expérience, que ce soit Marius Mims au premier tour, Tyler Garrison au premier tour, et puis là, Sumataya, c'est des joueurs un petit peu bruts, alors qu'ils ont besoin d'un titulaire là maintenant. Est-ce qu'il est vraiment prêt? Et s'il n'est pas prêt, tu mets qui? Ouais, il n'y a pas trop d'options. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, après. Soumaïa, moi je trouve qu'il avait été meilleur à droite quand il avait joué à droite il y a 2 ans et que là, cette année en tackle gauche. Donc du coup, il est déjà habitué à jouer à droite, il a un gros profil physique et puis les Ravens, comme tu dis, ils savent développer les linemen offensifs. Donc du coup, oui, ça peut fonctionner. Très clairement. Et c'est sûr que encore une fois, ils auraient pu prendre un tackle en 30e choix. Je pense qu'il y a quand même des besoins assez prégnants sur pas mal de positions. Je continue de penser que le poste de edge, par exemple, va être à considérer
Et on sait qu'ils adorent en drafter un, notamment chaque saison. Donc, c'est aussi la raison de ce trade down pour pouvoir accumuler des choix et aussi avoir un peu plus de profondeur sur certaines positions qui peuvent sembler assez criantes. Je pense à receveur, safety, enfin, voilà, des positions un petit peu clés comme ça. On termine avec toi, Jean-Mi, justement, la sélection des Cleveland Browns avec la 54e sélection, pardon. Quel est le choix réalisé par la franchise de l'Ohio? On y va sur un defensive tackle. Et puis du coin, en plus, il s'appelle Michael Hall. Il vient de Ohio State. Alors pourquoi déjà? Parce qu'il y a un besoin, je trouve, Cleveland sur la ligne défensive, ils ont vraiment du gros costaud avec Tomlinson, avec Siaki Ika, mais il leur manque ce joueur pénétrant. Ok, je veux bien, Shelby Harris, c'est pas mauvais, Jefferson aussi, mais il manque un joueur comme ça. Michael Hall, il avait fait une saison 2022 vraiment pas extraordinaire, mais vraiment très très belle. Moi, il me plaisait beaucoup. En 2023, ça a été un petit peu moins bien. Il était d'ailleurs souvent un petit peu dans l'ombre de son coéquipier, Tyleik Williams, qu'on verra l'année prochaine à la draft. Mais c'était une saison correcte. Et pendant le process, il a montré toutes ses qualités athlétiques. Donc un joueur qui a déjà montré du talent à l'université, et pas n'importe où, donc des matchs en jeu, devant des grosses ambiances, de gros adversaires avec Ohio State, et qui lors du process a montré des qualités athlétiques extraordinaires. À une position à besoin, celle de defensive tackle agressif pour perforer les poches. Michael Hall à Cleveland, moi je pense que ça aurait du sens. Ouais. Victor, ton avis sur Michael Hall, un defensive tackle qui apporte du pass rush? Pas de mauvaise chose pour les Browns. Oui, moi je pense qu'on est face à un effectif extrêmement complet, extrêmement profond. Et c'est vrai que c'est peut-être un des rares postes où il n'y a pas forcément la profondeur attendue. Et du coup, ça apporte une arme de plus, ça apporte peut-être un profil qu'ils n'avaient pas forcément ou pas forcément à ce niveau-là. Donc, non, je suis plutôt convaincu aussi que c'est un bon choix. Ouais. Très bien. Bah voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette mock draft. On va faire un peu long, notamment au début, bien entendu, mais il faut dire qu'il y avait quand même 6 quarterbacks au premier tour, ce qui nous a un petit peu animé ce premier tour avec échange. Vous aurez le récapitulatif encore une fois, à droite de votre écran pour tous les choix qui ont été réalisés. Sans trop de surprise, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs, notamment des quarterbacks, des receveurs, des tackles. Il faudra s'attendre à en avoir beaucoup au cours du 25 avril prochain. Merci encore, messieurs. Merci également à Camille qui a assuré la technique. Merci à toutes les personnes qui étaient sur le chat. On a été 200 pendant un petit moment au cours de la soirée. Donc vraiment, merci à tous pour votre participation. Encore une fois, c'est un peu compliqué de citer tout le monde sur le chat, de faire remonter tous vos commentaires. On a fait le maximum en ce sens. Mais voilà, j'espère que vous avez passé une aussi bonne soirée que nous pour tenter d'analyser un petit peu ce qui va se passer dans quelques semaines. L'actualité de la draft et de la NFL, ça continue donc sur touchdownactu.com, sur les meilleures plateformes de téléchargement, notamment avec les podcasts en cascade, les fameuses pastilles qui sont diffusées jusqu'à la veille du jour de la draft. On a bien sûr les fiches draft qui continuent avec 50 jours, 50 fiches. Plein de choses autour de ce grand événement prévu du côté de Détroit à la fin du mois. Passez en tout cas une très bonne soirée, un excellent mois d'avril, d'excellentes Pâques pour ce jour qui se termine. Et puis, on se dit à très bientôt sur les antennes de TDA. Salut à tous. Allez, ciao.